Émission 773. Cette semaine, Geiger. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble? L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous rappellent, ouais, on est dans le mois que tout le monde oublie, là, entre Halloween puis Noël, novembre. Ben oui, on est là. Je les présente à l'instant. Un dude. Il se souvient d'une époque où Elon Musk n'était pas la pire version de lui-même. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Bonjour Benoît. Salut Gauthier. Il nous déçoit, hein? Il nous Il ne cesse de nous décevoir, Monsieur Musk. Moi, j'ai vraiment une relation conflictuelle avec ce monsieur. Je l'admire, j'admire certaines de ses réalisations, mais d'un fois, il échappe là, solidement. Là. De plus en plus. Tu sais, quand tu as beaucoup de capital pour l'échapper, ben, tu l'échappes beaucoup. T'sais. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Parce qu'on a parlé durant le spécial d'Halloween des Mystérieux, mais il y a comme une déconnexion qui s'opère. J'ai l'impression que ces gens-là deviennent malheureusement les pires versions d'eux-mêmes. Il y a de quoi tu sais, dans sans faire un procès, là, il y a des cristis de mauvaises décisions là, que des gens comme Musk et autres vont faire. Je sais que c'est facile à faire comme jugement d'extérieur, là, puis on n'est pas des milliardaires. Mais Colin, je sais pas ce qui se passe. Il y a une étude aux États-Unis qui était vraiment intéressante là-dessus, qui a prouvé que plus tu avais d'argent, plus tu étais convaincu que tu le méritais. Donc, puis même quand tu en héritais. Okay. C'est-à-dire que quand tu as une grande somme d'argent à ta disposition, tu es vraiment entitled, là, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que tu le mérites puis que tu as travaillé pour. Souvent, c'est vrai. D'un fois, ce ne l'est pas. Ouais. Puis souvent, tu as eu beaucoup d'aide. Puis ça, les gens qui sont très riches ont de la difficulté à l'accepter. Je pense qu'ils ont bénéficié de plein d'aides, de plein de personnes, parfois même des États. T'sais, Elon Musk s'est pas rendu là sans le travail de décennies et de décennies de scientifiques à la NASA, de gens chez DARPA, par exemple, qui ont financé avec de l'argent public de la recherche. Puis ça, ils l'oublient souvent. Puis il y a aussi le fait que quand tu es très visible comme ça, tout ce que tu fais, tu as de l'attention constamment. Peu importe ce que tu vas faire, ça va être diffusé. Les gens vont réagir. Fait que, c'est sûr qu'on a l'impression, puis justement, il faut être nuancé par rapport à ça, parce que lui, là, il pète, puis genre, tout le monde le sait. Fait que c'est sûr que, moi, si j'avais si tout ce que je faisais dans ma vie était diffusé, c'est sûr que les gens diraient comme, oh, il l'échappe souvent. Ouais, Gauthier, il prend des mauvaises décisions, voyons. C'est ça, parce qu'on en prend tous et toutes. C'est juste qu'on n'a pas le même reach, on n'a pas le même cloud que M. Musk, puis en même temps, en tout cas, moi, je considère que les derniers moves là, avec Twitter sont super risqués, puis je sais pas s'il va réussir à atteindre les objectifs qu'il a. C'est vraiment... c'est un gros pari qu'il prend, puis... Tu sais, moi, je me demande même, est-ce que les gens, par exemple, parce que là, bon, la grosse annonce, c'est que dans un premier temps, il a licencié plein de monde du jour au lendemain. Il l'avait calé. Ce qui n'est pas inhabituel non plus quand tu rachètes une entreprise. Habituellement, tu vas mettre à la porte une partie d'exécutif pour changer les orientations. C'est que c'est pas surprenant. Tu sais, c'est le classique... restructuration, puis faire des économies d'échelle par les fusions, ou bien justement par renvoyer des gens chez eux. Après ça, tu sais, le 8$ pour Twitter Blue. Moi, je me demande, est-ce que les gens qui ont déjà, puis ça, sûrement que ça a déjà été répondu comme question, là, mais est-ce que les gens qui ont déjà leur petit crochet bleu, est-ce qu'ils vont être obligés de payer le 8$ ou bien c'est pour les nouveaux abonnés? T'sais? Parce que si c'est tout le monde qui a déjà le crochet bleu, ça, c'est du cash qui va engranger, mais en même temps, ça va frustrer beaucoup de monde. Est-ce que les gens vont partir vers Mastodon? Tout le monde parle de Mastodon en ce moment. Quand c'est rendu que t'en parles à Radio-Canada, ça veut dire que c'est rendu mainstream. Fait que, j'ai vu ça passer ironiquement sur Twitter cette semaine. Mastodon qui est une alternative à Twitter. Donc, il y a des gens qui soulignent le fait que c'est peut-être vers là qu'on va se
se déplacer, mais il y a plein de services qui sont équivalents à Twitter, puis c'est pas nouveau, puis il y a plein de services qui sont des équivalents à Facebook. Facebook était un peu un équivalent aussi à MySpace, il y en avait d'autres, mais ce qui change la donne dans ces cas-là, c'est qu'il y a un bassin de gens qui sont adeptes des plateformes. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Et tu as une notoriété qui vient avec ce taux d'adoption-là. Donc, tu pourrais avoir la meilleure plateforme au monde inventée on the side. S'il n'y a personne qui est dessus, malheureusement, c'est porté un peu à l'échec. Mais en même temps, il faut commencer quelque part. Donc, moi, je regarde ça de loin. Je ne sais pas si les mystérieux vont quitter nécessairement Twitter. Je ne pense pas mettre de l'argent là-dedans. Là. C'est une dépense qui est pour moi tout à fait inutile. C'est un canal de communication qui est bien, mais le show l'utilise beaucoup moins qu'auparavant. Moi, j'utilisais Twitter dans les années 2010, au début des années 2010, où tu avais une super communauté en ligne de geeks, de collaborateurs, de podcasteurs québécois. Et c'est là que j'ai trouvé mon compte. Mais depuis, comme j'écris moins d'articles, que je suis moins présent sur la plateforme, je vois pas trop l'intérêt, mis à part de temps en temps partager des trucs. Puis le show absolument le mardi matin. Je rasais avec Yannick Belzile une fois sur deux. Mais sinon, j'ai pas vraiment l'intérêt, mais je trouverais ça plate de perdre ce canal-là. J'ai pas l'intention de payer. Puis ça aide vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé en faisant de la diffusion de leur travail sur Twitter. Puis après ça, Instagram est arrivé, mais n'empêche que ça reste dans certains domaines un lieu où tu lis ça un peu comme un fil de presse. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Au courant de ce qui se passe. Puis je lisais justement les tweets de Cab, notre ami Cab, qui est l'autrice de Hiver nucléaire. Puis dont l'intégrale est maintenant disponible chez Front Froid. C'est ça, en librairie. Elle se pose la même question que nous autres, à savoir, bon, là, pour des raisons éthiques, est-ce que je me pousse de là, mais en même temps, j'ai la promo de mon livre qui sort en anglais aux États-Unis à faire dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y a plein de monde que je peux pas rejoindre d'autres manières, autrement, tu sais. Cab est très active en anglais aussi parce qu'elle est connectée à une communauté de créateurs de comic book anglophones, puis elle s'exprime super bien en anglais. D'ailleurs, Hiver nucléaire, initialement, était publié aussi en anglais, je pense, sur les médias sociaux. Publié chez Boom Studio en anglais. Donc, ça serait plate pour elle. Fait que c'est comme un peu l'alliance avec le démon qui est forcée. Moi, j'ai un peu le même conflit éthique avec le fait que, je parle beaucoup de Disney, puis je parle des films de Marvel, puis je suis très au courant de la plateforme qui est derrière. C'est plus qu'une plateforme, l'entité, l'empire qui est derrière les films de Marvel. Puis ça me gâche, j'ai un conflit par rapport à ça. J'ai vraiment un conflit où j'aime ça, je les aime, ces films-là. J'aime les personnages, j'aime les histoires qui ont inspiré les films de Marvel. Mais toute la patente autour, qui est Disney, puis la fabrication de produits dérivés, puis de bonhommes, puis d'objets de plastique qui finissent aux poubelles après 2 ans, puis les gens dans les parcs d'attractions sont pas bien. J'ai un conflit par rapport à ça. Fait que je sais pas comment me positionner, puis je pense pas avoir la réponse. C'est rough, des fois. Il y a Ringside, pardon, si je dis mal ton nom, qui nous dit est-ce que Twitter, c'est pas la pire invention de ces dernières années? Mais tu sais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ça nous a tellement comme radicalisé plein de monde. Les gens se sont campés sur des positions, surtout quand on commence à parler de politique, puis même dans le domaine des comic books, ça a créé des camps aussi. Dans le domaine du jeu vidéo, ça a créé des camps. On pense au Gamergate. Ça a été vraiment un amplificateur là, de trashitude puis de haine, là, souvent, parce que, évidemment, à cause de nos echo chambers, on est toujours tenté d'aller vers les affaires les opinions avec lesquelles on est d'accord. On se challenge pas énormément. Fait que. Puis c'est la guerre pour le cloud, là, justement. Là, le cloud. Plus de reach. T'as des sociopathes un peu ceux qui ont une certaine sociopathie qui se mêlent là-dedans, de tout camp politique ou de toute allégeance. Il y a aussi le facteur, je l'ai partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants, auquel vous avez accès en échange d'une contribution Patreon. On a une section science et j'ai partagé une vidéo qui s'appelle Us versus Them. Je pense que c'est Big Ideas, la chaîne. C'est vraiment une super chaîne où ils vont interviewer des spécialistes de tout horizon. Et ils parlaient des bases neurologiques derrière l'idée de nous versus les autres. Ce qui a été extrêmement utile à une certaine époque, lorsqu'on était des proto-humains en train de se défendre de d'autres tribus, puis d'essayer d'anticiper ce que les autres allaient faire, les potentiels ennemis. Puis ça a une utilité. Ça avait une utilité, ça a encore une certaine utilité. Malheureusement, ça amène plein de biais cognitifs qu'on justifie nous-mêmes. Fait que des fois, quand
les gens blâment l'algorithme, que ce soit Twitter ou Facebook et autres, pour les conflits, qui soient virtuels ou réels. Je pense que c'est vrai en partie, parce que l'algorithme qui fait réagir va beaucoup plus circuler. Mais il y a une base neurologique dans nos cerveaux qu'il faut comprendre. Elle est là aussi. On fait partie de cette problématique. Ce n'est pas juste les plateformes qui sont problématiques. C'est comme un feedback. Loop, là. Exactement. Une loupe là, qui se... Tu sais, tu parlais tantôt, en début d'émission, d'Elon Musk qui semble être déconnecté. Puis je pense que la réaction du public fait aussi en sorte qu'il se sent lui-même déconnecté du public et donc de ses idées. Donc, il va lui-même se camper dans ses positions et vice-versa. Puis des fois, c'est une question de personnalité, mais des fois, c'est une question de dynamique de groupe. Des fois, je me demande même, tu sais, parce que ça reste quelqu'un de quand même très intelligent, là, puis je me dis, OK, y a-tu un agenda caché? Tu sais, comme quand il a partagé, il a répondu à Hillary Clinton un truc immense, là, tu sais, comme immensément faux là, par rapport à l'attaque du mari de Mme Pelosi là, chez eux. Là. Ouais. Puis, il a répondu avec un article d'une espèce de sombre journal avec aucune crédibilité. Là. Puis je me dis, OK, est-ce que c'est parce qu'il voulait que tout le monde voit cet article-là qui n'avait pas de bon sens, puis parce que le lendemain, le site était offline. Là, ouais. Fait que je me dis, tu sais, il est-tu en train d'essayer de justement donner tellement d'attention à ces contenus-là qu'ils vont être bannis de toute façon ou être comme décrédibilisés avec le temps? Mais je pense que je suis peut-être trop optimiste. Je pense pas. Là, je pense que tu es naïf un peu, Gauthier. Je pense que Musk, comme pour plein de ses positions, en fait, il va beaucoup dans l'alternative à la narrative des médias traditionnels, ce qui n'est pas nécessairement mauvais comme réflexe, mais quand tu vas dans l'opposé complet, c'est là où tu tombes dans la crap. Ouais, il y a mais c'est un troll aussi. T'sais. Ah oui, c'est clairement un troll. Puis j'avais... Et là, on passe beaucoup de temps là, sur Musk. Ben non, mais je trouve ça intéressant. Désolé. L'ensemble de la culture populaire. Ouais, l'ensemble. C'est ça. Mais j'avais écouté un podcast vraiment super intéressant qui s'appelle The Evening Rocket, je pense, qui était un podcast qui parlait de la genèse de Elon Musk. Puis de où il vient, ce gars-là. Puis c'est vraiment super intéressant de constater que son grand-père, je pense, était un espèce de politicien qui était comme une espèce de futuriste. Il y avait comme un parti du futur à l'époque. Puis tu vois comme toute l'espèce d'imaginaire de Elon qui est très, très, très influencé par ça. Ils croyaient que leur objectif, c'était de donner comme le pouvoir, si tu veux, aux scientifiques puis pour qu'ils contrôlent comme la nation. Puis, tu sais, ils ne croyaient pas vraiment en l'État non plus. Fait que, tu sais, il y a toutes ces valeurs-là qui ont été... Qui est allé... Puis c'est dans sa famille. C'était dans sa famille depuis très longtemps, ces idées-là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un troll notoire. Donc, c'est ça. Je ne sais pas trop quoi en penser, à part regardons de loin ce qui se passe avec Mastodon. on va tester les eaux. On va voir ce qui se passe. C'est ça. Le fait que ce soit des serveurs décentralisés, aussi des communautés qui gèrent leur modération aussi, ça peut être vraiment intéressant. Là, j'ai l'impression que l'Internet s'en va de plus en plus vers ça, là, vers des espèces de réseaux sociaux un peu plus décentralisés, un peu plus avec des utilisateurs intéressés par des sujets peut-être un peu plus de niche, mais qui peuvent se parler aussi d'une niche à l'autre. Ça dépend de la communauté, par contre, aussi. Je regarde la communauté Discord des Mystérieux. Je le dis tout le temps à la blague, mais c'est très vrai. Puis on en parlait encore ce week-end. C'est vraiment du monde sympathique avec qui j'ai beaucoup de plaisir de jaser. L'effet de proximité aussi aide beaucoup. J'ai l'impression qu'à partir du moment qu'il y a beaucoup d'individus qui contribuent à une communauté, il en suffit d'un, comme la petite école. Quand le petit Jean-Loup, il fait chier le reste de la classe, ben, tout dérape. Ben, c'est un peu ça aussi en ligne. Puis il y a une accentuation, puis on peut pas laisser passer les choses. Donc, on joue avec le bobo, puis là, ça s'empire, puis ça... Je sais pas. C'est fucked up. C'est vraiment une drôle de... Comment ça qu'on parle de ça? Ça fait... Il y a 10 ans, on parlait pas de ça, Gauthier. On parlait pas de Twitter. On n'était pas là-dedans. On était ailleurs. On était dans le futur meilleur pour nous
Québécois et Québécoises en grève étudiante. Ouais, il y avait quand même 4chan il y a 10 ans. Il y avait 4chan il y a 10 ans. Oh, il y a tout le temps eu de la merde. C'est ça, les poubelles d'Internet sont quand même vieilles, là. Oh man, quand tu commences, moi je suis un amateur de true crime, puis quand tu commences à fouiller, puis à écouter des podcasts, puis lire des livres à ce sujet-là, on a tout le temps été des mardes. On a tout le temps été dégueulasse. On est dégueulasse. On est beau, mais on est dégueulasse. Tu sais, depuis qu'Internet existe, les sites comme E-Bombs World, pis ces affaires-là, c'était dégueu, ça aussi. C'était dégueulasse, ça, oui. Mais avant que... ça, on faisait Face à la mort en VHS, puis il y avait plein d'affaires. Nos parents n'étaient pas au courant à l'époque. Ouais, ça. Moi, ma mère n'est pas vraiment plus au courant de ce qui se passe sur Internet à voir ce qu'elle partage sur son wall de Facebook. Là. C'est bien ça. Bravo, Micheline. Hey, Gauthier, c'est juste toi puis moi cette semaine, mais on a notre ami Laurent Boutin qui va arriver d'un moment à l'autre. Je ne sais pas si c'est le changement climatique qui a affecté nos collègues, mais ils ne pouvaient pas être là cette semaine. Changement d'heure et climatique. Peut-être. Ils sont peut-être une heure en arrière, comme dans Les Langoliers. Célèbre téléfilm de Stephen King avec du beau 3D. Mais j'ai quand même quelques nouvelles. J'en ai même noté quelques-unes avant l'émission pour un peu gonfler notre conversation. Fait que pour me réchauffer un peu, Gauthier, est-ce que tu me permets de te parler de Ghostbusters? Parce que je pense que tu le sais. Ghostbusters, c'est une de mes franchises de la pop préférée. Le premier film encore est un comfort food super important pour moi. Quand je file pas bien, je me pars un Ghostbusters en background. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme si je me retrouvais quand j'avais 8 ans. Puis j'écoutais le film pour la toute première fois. C'est une drôle de franchise, Ghostbusters, parce que mis à part les 2 premiers films des années 80, puis le dernier qui est sorti il y a environ 1 an et demi de ça, le Ghostbusters Afterlife, c'est une franchise qui a vécu drôlement dans les autres médiums, dans les autres supports. Oui, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des comic books dans plusieurs maisons d'édition américaines, jusqu'à tout récemment chez IDW Publishing, qui ont fait quand même une bonne job. Mais ça reste... Mais jamais vraiment à la hauteur de ce que les films avaient comme essence. Là. Exact. Pas exactement la même chose. C'est très difficile. Mais je dois avouer que la série d'IDW Publishing, qui avait le même auteur et le même dessinateur pendant longtemps, était excellente. Ils ont réussi à s'approprier la franchise que habituellement les autres font pas. Ils font juste copier ou s'inspirer de ce qu'ils ont vu, puis ils vont pas bien plus loin. La série d'IDW, je dois dire qu'elle est de grande qualité, si ce n'est juste que pour l'art. Mais l'auteur, le nom m'échappe, mais le scénariste qui a travaillé là-dessus pendant des années faisait beaucoup de clins d'œil à justement l'ensemble de la franchise Ghostbusters. Donc les jeux, les jouets, les jeux vidéo, le jeu vidéo des années 2000, celui qui est sorti en 2009, plein d'affaires. Mais reste que, en jeu vidéo, à part le remastered, puis le jeu vidéo qui est sorti en 2009, puis récemment il y a eu Spirit Unleashed, il n'y a pas eu une grande vie Ghostbusters en support, en support jeu vidéo ludique. Mais là, il y a quelque chose qui est sorti qui a attiré mon attention. Je vais mettre un petit peu de contexte. Moi, je suis un site internet qui s'appelle ghostbustersnews.com. C'est pas un site énorme, mais c'est un site qui est maudit, qui a de l'amour dedans. C'est un gars qui s'appelle Jason qui est derrière. C'est un Canadien. Et à chaque jour ou presque, il met des annonces liées à l'univers de Ghostbusters, que ce soit les films, les figurines, les jouets, tout ça. Et récemment, ce qui est le fun, c'est que récemment, il a commencé aussi à inclure ce qu'on appelle pas le fan service, mais le fan fiction. Donc, tout l'univers des fans qui écrivent, qui font des choses. Il va en avoir beaucoup de ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est pas tout du fanfiction nécessairement de qualité. Il suffit d'un regard sur DeviantArt pour savoir que des fois, le fanfiction peut tomber dans le fan érotique. Mais oui, souvent. Mais Jason, ce qu'il partage, c'est quand même assez intéressant. Et là, il vient de partager un aperçu d'un jeu vidéo conçu par un certain Dylan Papp, P-A-P-P. Et ce Dylan Papp est en train de travailler sur un jeu vidéo fan-made de The Real Ghostbusters, qui est en fait basé sur le dessin animé des Ghostbusters des années 80. Et c'est en vue comme de haut. Et ça il fait ça tout seul? Il fait ça tout seul et ça a l'air malade. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement Jason de GhostbustersNews.com a partagé un petit vidéo de gameplay, c'est que là, en ce moment, pour les gens à la maison qui sont sur PC, vous pouvez y jouer. Il y a un démo qui est disponible. L'adresse du site pour aller downloader est un peu sketch. Fait que je vous dis, allez sur GhostbustersNews.com. C'est un des derniers articles qui est sorti aujourd'hui. C'est un fan-made de Real Ghostbusters en jeu vidéo et ça a l'air malade. Vous pouvez choisir entre Egan, Ray, Peter et Winston.
Et le jeu n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais il y a un démo complet qui est disponible. Puis bien sûr, si vous êtes de ma génération, de la génération Gauthier, qui est un peu plus jeune, ben, vous allez reconnaître le style de gameplay des années 80, du NES. Donc, c'est fait un peu pour une tranche de la société qui, mon Dieu, qui est donc desservie en ce moment. Les nostalgiques d'entre nous. Et on est tous nostalgiques. On est beaucoup trop nostalgiques. Il n'est pas sur Steam, malheureusement. Et comme c'est un fan-made game, je pense pas qu'il va jamais sortir de façon officielle. Moi, je l'envoie ça dans l'éther. J'aimerais ça une version Mac. Une fois que ça sera disponible sur PC, peut-être adapté en Mac parce que je suis sur cette plateforme. Donc, j'aimerais bien y jouer éventuellement. Sinon, on reste dans Ghostbusters et on reste dans le fan-made de Gauthier. Il y a une autre nouvelle qui est sortie sur ghostbustersnews.com. C'est à propos d'un projet d'un artiste qui s'appelle Richie Crypt. Donc, Richie, ça s'écrit R-I-C-H-I, Crypt, c'est R-Y-P-T. Et il vient de sortir le deuxième numéro d'une série qui s'appelle Something Strange, qui est en fait, si vous connaissez la tune de Ghostbusters, Something Strange in the Neighborhood, on reprend ce bout-là de la chanson. Il fait un comic book de Ghostbusters. Et c'est sa propre série. Donc, c'est une série qui est non officielle, encore une fois, comme le jeu de vidéo il y a 2 secondes. Mais j'ai jamais vu de quoi de fan-made comme ça. C'est en noir et blanc. Le style est incroyable. Autant que la série d'IDW Publishing en comic book était très stylisée, très slick. Là, on a des tons qui sont beaucoup plus réalistes. Ça a l'air d'être des transpositions des acteurs, mais sous les pages en noir et blanc. Et le deuxième numéro de sa série qui vient d'être annoncé, c'est un crossover, check bien ça, entre Ghostbusters et Amityville. A match made in hell. C'est parfait, man. Sa page couverture ou une des pages d'intérieur, t'as la maison d'Amityville en noir et blanc et dans le driveway, là, comment t'appelles ça en français, le driveway, Colin? Le stationnement? Le stationnement devant la maison. Je sais pas comment. La cour d'entrée, whatever. Vous savez ce que je veux dire? Il y a la Ecto 1 de Ghostbusters et les deux images superposées comme ça, c'est génial. C'est beau. Là, je t'enverrai le lien si tu veux voir. En ce moment, vous pouvez mettre la main sur le premier et deuxième comic book de Richie Crypt, Something Strange, sur sa boutique Etsy. C'est 8$ canadiens. Donc, ça vaut quand même la peine de vous encourager un artiste. Et moi, j'attends pour l'instant. J'espère qu'éventuellement, il va peut-être sortir sa série dans un compendium ou un volume. Je trouve ça un peu cher quand même, 8$ pour un single issue, mais je comprends, là, c'est un gars indépendant, il y a le shipping là-dedans, tout ça. Mais juste pour les curieux, encore une fois, ghostbustersnews.com, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment beau. Pour vrai, ça m'a vraiment impressionné. Y es-tu canadien, lui aussi? Je ne pense pas qu'il est canadien, je crois qu'il est américain. Mais pour ça que le shipping... Ouais, mais Etsy va faire je pense qu'ils vont traduire en fait le prix en fonction de où vous connectez. Je ne suis pas certain, là, je vais rarement sur Etsy, mais c'est pour ça qu'il est en canadien. Puis quand je suis allé, les articles étaient traduits en français parce que je pense que la plateforme aussi détecte la langue dans laquelle vous utilisez votre navigateur. Mais Richie Crypt, Something Strange sur Etsy, vous ne serez pas déçus. Ou sinon, ghostbustersnews.com. Allez encourager ce cher Canadien, Jason, passionné de Ghostbusters, ça vaut vraiment la peine. Eh oui, mais imaginez tout le temps qu'il met là-dessus, tout l'amour. Ça va être long, là, tout seul. Ouais. Là. Il a l'air assez motivé. Je te dirais que parce qu'il fait des vidéos dans son sous-sol, entouré de ses bébelles. Et mon Dieu, qu'il y en a des bébelles. Tu sais, quand à un moment donné, tu as tellement de bébelles que tu ne les vois plus, tu vois juste un pain de bébelles. Ouais. Ça ressemble à ça. Mais c'est un vrai passionné. Je suis sur Instagram aussi, il partage beaucoup de création de sa communauté. Il y a une belle communauté, lui, ici. T'avais quoi, toi, Gauthier, de ton bar? Moi, étant donné que la bande dessinée de cette semaine, c'est une BD qui traite d'apocalypse, yes. Je me suis dit, on va faire un petit spécial apocalypse. On va essayer de conseiller des affaires françaises, québécoises par rapport à l'apocalypse. Moi, tu sais, on en a beaucoup vu là, du post-apo. Fait que pour essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, essayer de montrer que c'est plus riche que ça, je vous ferai une petite chronique littéraire. Nice. Puis je tiens à spécifier, mes chroniques littéraires ont quelque chose de spécial. C'est que moi, j'haïs ça, les livres avec des pas belles couvertures. Je les achète pas. Fait que tous les trucs que je vais vous conseiller, c'est des livres avec des belles couvertures. Je sais que c'est vraiment superficiel. Oui! Mais moi, ça m'influence énormément d'avoir ce mais que Gauthier, je sais que tu écris des histoires de science-fiction. T'es pas dans le bon milieu si tu veux pas des pochettes LED, parce qu'il y en a en maudit. Mais non, mais il y en a, c'est ça. C'est qu'il faut déconstruire là, cette idée préconçue que
les romans, les livres de science-fiction, ils ont des pochettes LED. OK. Fait que tout ce que je vous conseille, ça a des belles couvertures. OK? Puis ça, OK. c'est vraiment super subjectif. C'est comme mon opinion à moi. Puis Parfait. vous avez le droit de pas être d'accord. D'accord. Pour les Fait gens à la que- maison, oui, on les présente sur les plateformes sur lesquelles on diffuse le lundi, là, le YouTube, Ouais. Facebook et Twitch, mais on va les décrire là, pour que vous puissiez bien Oui, les c'est saisir. ça. Je vais vous les décrire, puis je vais même parler des artistes qui ont fait la couverture. Nice. OK, parfait. Excellent. Fait que le premier, c'est L'avenir de Catherine Leroux. Là, je le montre ici à l'écran. Pour les C'est gens qui nous pas. écoutent. De toute façon, je vais vous la décrire. Là. C'est comme un petit garçon qui se tient sur une autoroute euh, en dessous d'une espèce d'overpass. Et puis, c'est très sombre, c'est gris, c'est glauque. Il y a des teintes de mauve, hein, ou c'est peut-être le rendu de Ouais, la mais caméra? c'est plus gris, C'est puis plus gris? genre vert de gris, en fait, si vous voulez. Là. Mhm. Donc, L'Avenir, ça a été publié chez Alto, qui a quand même une direction artistique là, qui est très bonne habituellement. Très Ils léché. sont allés, en fait, faire l'acquisition d'un détail, d'une photographie d'un artiste qui s'appelle Gregory Crewdson. Puis, vous pouvez voir ça sur Internet. Là. Crewdson, c'est un photographe qui fait beaucoup de manipulation, en fait, de ses photos. C'est toujours très uncanny, ce qu'il photographie. On a vraiment l'impression d'être dans des mondes post-apocalyptiques. Mm. C'est toujours très mystérieux, un peu vaporeux. Puis, il y a tellement de travail dans ces images que ça a souvent l'air d'être des illustrations, mais ne vous laissez pas prendre. Ce sont des Ce photos sont des photos retravaillées. traitées. Nice. J'aime ça, c'était Euh, Ouais, c'est un artiste qui est quand même déjà très connu là, aux États-Unis. Ses originaux se vendent pour plusieurs milliers de dollars chacune. Là. Mais c'est un très bon artiste, je trouvais ça. Puis c'est une couverture qui fit vraiment au bout avec l'histoire de Catherine Leroux. Euh, c'est ça. Ça parle aussi de changement climatique, là, les Ouais. thèmes que Crewdson utilise, mais c'est quand même assez. C'est pas non plus là, prêcha. OK. C'est vraiment fait avec très bon goût. Je pensais que tu allais aller là-dedans parce que juste avant de commencer l'émission, question de se mettre dans le bain mystérieux étonnant, je naviguais sur le web et je suis tombé sur un article de L'humanité va vers un suicide collectif. Et puis j'étais comme ouais, OK. Bon. C'est qui a dit ça? Ah oui, l'ONU. OK. Ouais, c'est ça. Mais on n'entrera pas là-dedans. On va Non, continuer à parler de littérature là, pour se changer un Excusez, petit peu là. les idées. Mon esprit va là. Ouais, je sais, je Mm. comprends. Moi aussi, Mhm. souvent. Faut que je me force en lisant des Oui. livres pour me changer les idées. Parfait. Ben, c'est en fait l'histoire de l'avenir de Catherine Leroux, c'est l'histoire de Gloria, qui est une grand-maman qui va retourner dans la maison de sa fille à Fort-Détroit, qui est une petite communauté francophone aux États-Unis, au sud des Grands Lacs, parce que sa fille vient de décéder. Mm. Et ses deux petites filles sont disparues. Donc, c'est la prémisse de l'histoire. Elle se retrouve dans une espèce de petit village, de petite communauté francophone. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi d'en apprendre un petit peu sur l'histoire de ce quartier-là à Détroit, qui réellement, historiquement, était une communauté francophone. C'est ça, je là, te demandais si ça à l'époque. existait à l'époque. Ouais, OK. ouais, Mhm. ça a vraiment existé. Donc, les personnages sont. Il y a comme un petit peu de Louisiane dans cette ville-là, là, comme vibe, si vous voulez. Mm. On sait que la vie, c'est pas facile. On sait Non. que les gens meurent beaucoup plus rapidement à cause d'empoisonnement. On sent que l'environnement est contaminé d'une manière ou d'une autre, que c'est très violent, mais c'est vraiment pas ça le sujet, en fait, du livre. On s'intéresse vraiment plus à comment des gens dans une petite communauté font pour s'entraider malgré tout. Mm. Il y a le monsieur qui cultive ses légumes, il y a la folle du village, genre avec sa bûche, là, qui est d'ailleurs comme un petit clin d'œil à David Lynch, je Avec pense. Twin Peaks, avec la Twin Hog Lady. Peaks. Il y en Uh-huh. a une qui s'appelle Bûche, là, puis il y a aussi une tireuse de cartes. Donc, on est vraiment dans une espèce de post-apocalyptique, mais qui s'intéresse pas vraiment à l'apocalypse, qui s'intéresse vraiment À la plus vie. à la survie, à la vie, à l'entraide. En même temps, c'est quand même assez sombre, étant donné que Gloria recherche ses deux filles qui sont disparues. Et parallèlement à ça, on va découvrir une communauté d'enfants qui s'est réfugiée dans un parc, puis qui survit dans le parc tout seul. Donc, il n'y a pas d'adultes.
C'est vraiment... Moi, j'ai eu le feeling un peu de Peter Pan. Là. On est vraiment à mi-chemin entre The Road et Peter Pan là, dans ce livre-là. Okay. Ces enfants-là se sont développés un langage à eux. Donc, il y a un beau travail sur le langage aussi. C'est super bien écrit. C'est québécois comme livre, Gauthier? Excuse-moi de demander. Oui, Catherine Leroux, c'est une Québécoise. Elle a déjà écrit d'autres livres, dont les Murs mitoyens, Madame Victoria, mais qui ne sont pas de la science-fiction. Ici, c'est ça, le travail sur la langue, en fait, c'est comme les enfants, par exemple, quand ils parlent entre eux, ils utilisent beaucoup l'imparfait. Comme en voulant dire, à la place de dire ah, mon ami m'a acheté une pomme, les enfants disent mon ami m'avait acheté une pomme. Donc, ce que ça a comme effet sur le lecteur, c'est qu'on est continuel. Les enfants, dans leur univers à eux, sont tout le temps dans le registre du récit. Ils sont tout le temps dans l'histoire, parce que c'est un temps qu'on utilise beaucoup dans les histoires. Puis je suis sûr que vous avez déjà, quand vous étiez enfant dans la cour d'école, on se raconte des histoires de cette manière-là aussi, là, en mélangeant un petit peu les temps. On est comme toujours dans le domaine du récit. Là. Je veux juste faire rentrer quelqu'un qui, lui, n'est pas imparfait. Il est parfait. C'est notre ami Laurent Boutin qui vient de... Mais je suis mélangé dans le temps. Allô? Des nouvelles lunettes, Allô? Ça, c'est Laurent. Merci. Ils sont pas tout à fait top-notch encore, mais on travaille là-dessus. Ah non, pas top-notch. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va falloir que tu retravailles dans la... à l'usine? J'avais besoin de nouvelles lunettes parce que les anciennes étaient tellement pas bonnes que j'en avais mal au dos. Oh shit. Là, sont comme un peu mieux, mais elles sont pas parfaites, fait que j'ai changé mon mal de dos de place. OK. Ben, ça fait très River Como de te voir ainsi, Laurent. Je sais pas si c'est un compliment ou... Ben, River Como, non? Ça fait longtemps. J'ai pas eu d'update de River depuis un bon bout de temps. Ouais, je pense que... OK, c'est bon. Excuse-moi, Gauthier, il fallait que je fasse rentrer Laurent. Il était à la porte puis il grattait depuis tantôt. Fait que... Puis Étienne non, j'étais en train de... il souhaite tout le temps une bonne fête à Laurent. Ouais, mais c'est presque bientôt. C'est presque bientôt. C'est parce que je vous écoutais en attendant, puis là, j'étais en train de chercher parce que Gauthier parlait de livres lait. Ouais, ça m'a rappelé que quand j'ai commencé à travailler en librairie en genre 2003-2004, il y avait une série de fantasy qui était vraiment populaire qui s'appelait L'Assassin Royal de Robin Hobb. Qui depuis a changé ses couvertures, là, mais qu'à l'époque, tout le monde était comme, en tout cas, j'étais aussi très dans du monde, une crowd qui se tenait à Bicoline. Ceci amène ça là. Mais tout le monde était comme, il faut vraiment que tu lises ça, c'est vraiment bon. J'étais comme, c'est impossible que je lise ça avec ces covers-là. Genre, ça va pas jamais arriver. Là. C'était comme la période où la mode était comme... ouais, je vois genre... Il y a des lens flares. Ouais, très... ça avait l'air d'être des screenshots de jeux de Nintendo 64, là. C'est très polygonaux, puis tu sais, je veux dire, c'était une série de fantasy, le gars, il est comme sur un cheval polygonal, puis il a l'air d'être en jeans puis en t-shirt, là, puis j'étais comme, non, je vais pas lire votre livre, là, je vais attendre une autre édition. T'as dit que t'étais un gars de Bicoline, je ne savais pas que tu faisais ces affaires-là. C'est arrivé à quelques reprises, oui, j'ai ça passé là. T'incarnais quoi? Mon Dieu, fais pas semblant d'oublier. C'est quoi trop poilu pour être un naine. Je sais plus. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais des genres de cornes de demi-ogre, mais je suis pas sûr que c'était à Bicoline. C'est peut-être un autre GN que j'ai fait ça. J'étais peut-être juste un humain de base dans une secte. Un grunt. Une guilde. Une guilde? Une guilde d'humains de base. On s'appelait les Dragonniers. Shout-out aux Dragonniers. S'il y en a qui écoutent. Et que ça existe encore. Je sais plus. J'ai très perdu le contact avec ce monde-là. On a des surprises encore pour nous. Nous autres, on se fait des fois des surprises encore. C'est bien ça. Je pense que c'est sain. Il y avait une période où j'étais à la fois encore dans les scouts et à Bicoline, un peu avec le même monde. Ben, c'est un peu la même gang. J'étais dans les scouts. C'était un peu... ça overlappait. Je te confirme. Dans les deux cas, ben, tu mets du muscol dans ton feu pour leur partir. OK, vas-y, Gauthier.
En fait, c'était la fin de ma... Ça tombe très bien. C'est la fin de ma chronique sur l'avenir, mais je vous le recommande. Attention, ne vous attendez pas à beaucoup d'action. On est vraiment dans la contemplation. C'est comme une promenade à travers l'apocalypse, mais avec beaucoup moins d'allusions christiques que The Road. Fait que, hey, j'ai eu de la misère, moi, à finir The Road en français. Je sais pas si c'est la traduction, mais j'ai trouvé ça extrêmement fastidieux. Moi, je l'ai lu en anglais, puis je pensais que j'étais bilingue avant ce moment-là. Ben, je l'ai lu, puis je me suis dit, français, c'est-tu ma langue maternelle ou je comprends pas, là? Qu'est-ce qu'il vient dire, là? Il a moulu les cheveux? Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas, là. Ça me rassure un peu. Rappelle le titre, s'il te plaît, Gauthier, pour les gens de la maison qui ne l'avaient pas noté encore. Donc, c'est L'avenir de Catherine Leroux, publié chez Alto en 2020, si je ne m'abuse. Excellent, ça a l'air très cool, ça a l'air fun. Merci, Gauthier. Vas-y donc, mon beau Laurent. Avez-vous parlé de Kevin déjà? Non, je me disais que tu allais en parler. Ben, je savais pas. J'ai pas fait de shotgun dessus, mais oui, quelques heures... Ben, c'est pas faire un shotgun dessus parce que... Ouais. Sur la nouvelle, dis-je. Mais oui, parce que oui, c'est arrivé comme 2 heures avant que le show commence, ou à peu près, qu'on a su la nouvelle que le dessinateur Kevin O'Neill est décédé cette semaine. Kevin O'Neill, que moi, je connais plus de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Alan Moore, qui a dessiné de 99 à 2019, pendant 20 ans quand même. C'est fou, hein? J'ai comme l'impression que c'est une des séries récentes dans le canon de Alan Moore, mais ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Ouais. Mais qui était aussi, O'Neill, un pilier de la revue 2000 AD en Angleterre, là, dans les années 70 et 80. Pour la revue, il a créé beaucoup de séries avec Pat Mills, entre autres, Nemesis de Warlock. Sur Judge Dredd? Je pense pas qu'il a fait du Judge Dredd, mais il a fait, tu sais, il y a un truc, là, justement, avec Pat Mills qui s'appelle Martial Law, qui a l'air d'être un dérivé de la même ultra-violence dystopique, mettons, là. Il était reconnu, je lisais une histoire comme quoi le premier comic qu'il a dessiné aux États-Unis, c'était comme, avec Alan Moore, c'était un numéro de Green Lantern, dont le numéro m'échappe, mais qu'il n'avait pas reçu le fameux saut d'approbation du Comic Code Authority, qui était, on oublie que c'était a thing, mais il fallait que tous les comics soient approuvés par un code de censure là, pour les publications destinées à la jeunesse pendant plusieurs décennies. Puis quand ils leur ont demandé, OK, qu'est-ce qui passe pas? Est-ce qu'on peut le changer? Puis il était comme, non, c'est tout le style de ce gars-là. Genre, ça passe pas. Genre, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. J'étais comme, ah ouais, ce gars-là, il a réussi. Genre, juste lui, son existence, ça choquait, tu sais. C'est comme un badge d'honneur, là. Ouais, vraiment. Ouais. Il faudrait faire des macarons. Sûrement que ça existe. Not approved by the Comic Book Authority. Mais il avait fait ça, je me rappelle, là, la chute du Comic Code Authority, c'était, je me rappelle plus l'année, il me semble que c'était le début des années 2000. Mais c'était 2006. Un numéro, je pense, de Ecstatics par Michael Red, qui avait pas, qui était comme un nouveau titre de X-Men chez Marvel, puis Michael Red qui venait d'être plus les indépendants qui faisaient Madman déjà depuis plusieurs années. Il était là-dessus, puis il n'avait pas eu le saut d'approbation. Puis là, c'était comme une grosse affaire parce que Marvel il avait décidé, sais-tu quoi? On le publie pareil, tu sais. Puis là, c'était comme, tu sais, il était écrit sur le cover « Not approved by the Comic Code Authority ». Puis à partir de ce moment-là, tout le monde s'est dit « Ouais, c'est vrai que c'est un peu une joke, cette affaire-là, puis qu'on s'en sac vraiment. » Fait que genre, tout le monde, tu sais, en tout cas, au moins les Big Two, puis peut-être des Image et tout, se sont comme dissociés du Comic Code. Je pense qu'il y a juste Archie Comics qui a continué un peu à travailler avec eux pendant une couple d'années avant que ça meure de sa belle mort. Puis quand Archie a quitté le Comic Code Authority, tout le monde savait que ça allait mourir. Qui allait faire approuver ces comic books par temps? Ben non, mais je veux dire, c'est vrai que c'était un reliquat de chasse aux sorcières, de mécartisme, de genre, en tout cas, comme ça n'avait plus lieu d'être là, dans ces années-là. T'sais. Fait que c'est ça. Mais Kevin O'Neill, il s'était fait refuser ça, en tout cas. Puis c'est vrai que, tu sais, en tout cas, moi, de ce que je connais sur son dessin sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tu sais, il y a aussi comme un style un peu cartoon, mais
où ce qu'il dessine, il est capable de dessiner des affaires vraiment choquantes dans ce style-là aussi. En tout cas, c'était Alan Moore qui le nourrissait là-dedans. Il y avait un trait aussi comme très il y a des nerveux, moments choquants quand même. Ouais. Il y a un trait très nerveux puis très détaillé, mais en même temps super expressif. Là, au niveau des visages, je me souviens que les personnages dans la Ligue ont des visages... C'est comme tout passe. T'as la terreur, t'as le dégoût, t'as des personnages qui sont plus mesquins, tu le vois dans les yeux, mais avec très, très peu de traits. C'est ça qui m'impressionnait. Je me souviens que la passe avec Mina, là, un des personnages de la BD, ou comme tentative d'agression, puis t'es comme son visage, là, c'est la terreur pure, ça m'a marqué ces pages-là. C'est incroyable. C'est vrai. Ouais. Donc, il est décédé à quel âge, tu sais-tu, Laurent? Écoute, il était né en 53, fait qu'il y avait 68 ou 69 ans, tout dépendant. OK. Bon, ben... de quand, là? Mais, de quand dans l'année, mettons, mais... voilà, il était un petit peu plus vieux que je pensais dans ma tête. Moi aussi, je pensais très jeune. Mais... Ouais. Ben, Godspeed. Ouais. Moi, je reviens à une annonce qui a été faite la journée que notre spécial d'Halloween de la semaine passée est sorti. Malheureusement, comme il avait été préenregistré chez Laurent. D'ailleurs, merci encore, Laurent. C'était super cool. De faire ça. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y ai trouvé mon compte. Là, j'ai eu du plaisir de vous voir, toute la gang réunie. On était bien installés. C'est le fun. Il y a comme des ectoplasmes qui volent depuis cette journée-là, un petit peu partout, dans la cour, dans l'appart. Mais t'as pas vu qu'est-ce qui se passe. T'as pas vu l'ectoplasme est rendu un membre officiel des Mystérieux Étonnants? Ah oui, je pensais... c'est pour ça que je m'inquiétais pas que Jake et Simon ils pouvaient pas être là. Je me suis dit au moins l'ectoplasme peut retenir le fort jusqu'à temps que j'arrive. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est tout le temps là en train de flotter. Pour comprendre la référence, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 772. Mais il y a une annonce qui est sortie la journée du spécial, puis comme on faisait pas des nouvelles pour cet épisode-là, je me suis dit, on va... Non, c'est sorti, c'est ça, le 31. J'en parlais cette semaine parce que c'est quand même assez intéressant. Variety qui a rappelé, ou plutôt annoncé, excusez-moi, que le service Peacock, qui n'est pas disponible ici au Canada, qui est le service de NBC, donc Universal, pour faire la charte de l'entité, a donné le feu vert à une télésérie qui va être disponible sur la plateforme qui va s'appeler Crystal Lake, qui est décrit comme un... Là, c'est là où le titre est très indicateur de ce que sera le projet. Un expanded prequel. Donc, c'est un antépisode, ça c'est sûr, à la série Friday the 13th, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être amener des éléments qui vont peut-être se dérouler après ou pendant les films. Peut-être que ça va se dérouler sur 2 pans temporels, question de, oui, avoir un prequel, mais... de montrer ce qui se passe un peu plus tard aussi dans la timeline. Ce qui, moi, m'intéresse... Oui. C'est quoi le statu quo de Jason en 2022? La réponse il est probablement décédé comme dans chaque film. Là. Il est mort et il est revenu. Il y a pas OK, c'est bon. Je pense que tu n'as même pas à te poser la question. Il n'est pas tuable. Il est bien motivé, Jason. Non, mais je suis comme, es-tu resté dans l'espace et tout? L'espace, c'est comme j'en ai très peu loin, j'avoue. L'espace, c'est le plus loin dans la timeline. Fait que qu'importe ce qui se passe d'ici là, t'as pas de Ah oui, parce qu'il est dans le futur, lui. Exactement. Dans des vaisseaux avec des décors en carton. Là. Je sais pas si tu te souviens du film. Là, c'était, Je l'ai pas... Je sais qu'il existe. Regarde, je pense que là, ça veut dire que donc, puisque c'est dans le futur... À l'heure actuelle, en 2022, il y a un Jason qui existe, en quelque part, puisqu'il reviendra dans celle-là. Non, mais le Jason dans Jason X, ça se passe dans le futur, là, beaucoup plus loin que 2022. Fait que t'as même pas besoin de te soucier de... Hey, peux-tu te le dire d'une autre manière que ce film-là vaut vraiment pas la peine que tu dépenses 1h30 de ta vie? C'est vraiment difficile à écouter. Okay. Moi, ce qui m'intéresse de ce projet-là, c'est... et peut-être que Gauthier, ça va te dire quelque chose, c'est qu'il est parrainé par Brian Fuller, qui est le créateur de la série Hannibal sur NBC, dont j'arrêtais pas de vous casser les oreilles avec ça dans le temps, en 2015, quand c'est sorti à la télévision. Il sera showrunner. C'est un titre qui n'existe pas vraiment en français, donc il va s'occuper de toutes les parties de la production de la série. Il sera producteur exécutif, en plus d'écrire pour le projet. C'est quand même assez intéressant. Un autre producteur exécutif au projet, c'est un certain Victor Miller et Mark Boreroff, Victor Miller, c'est le gars qui a scénarisé le premier Friday the 13th. Et Mark Boreroff, c'est lui qui a, comme je pense, continué à faire des suites par la suite, après le premier. Et les deux étaient dans un gros conflit légal depuis plusieurs années. Non, il ne faut pas mélanger Brian Fuller et Brian Singer. C'est deux choses complètement différentes, Alain. Il ne faut pas mélanger ça. Donc là, ça s'est réglé devant la cour et les deux vont pouvoir travailler ensemble sur le projet. Donc, on aura accès à toute l'entièreté du canon de la franchise de Friday the 13th
Donc, il y avait des conflits au départ. Jason arrive juste dans le deuxième. Il est un mort-vivant plus tard. C'est plus Jason, c'est plus la mère de Jason dans le premier. Bon, ils ont tout réglé ça. Ils vont avoir accès à tous les éléments de la franchise. Et le studio derrière le projet, c'est A24. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même un beau studio. Ils ont-tu déjà fait de la télé? Je sais pas s'ils ont déjà fait de la télé. C'est une très bonne question. J'ai jamais entendu parler d'un projet d'A24 qui a été mis à la télévision. Très bonne question. Moi, j'essaie juste de m'imaginer un épisode de Friday the 13 avec la direction photo de Hannibal. Ça risque d'être cool quand même. Ça risque d'être cool parce que moi, c'est un truc qui m'avait épaté à l'époque, c'est à quel point on était capable de pousser l'enveloppe visuellement avec Hannibal pour une chaîne qui n'était pas une chaîne spécialisée comme HBO. Donc, on s'entend qu'il y a des restrictions, mais il arrivait quand même à aller à la limite. Et artistiquement, c'était visuellement super intéressant. Là, je ne sais pas à quel point Peacock, ils ont la possibilité d'aller le plus loin. Techniquement, c'est leur plateforme. Ils peuvent amener ça où ils veulent. Mais oui, bon point, Gauthier. Visuellement, je pense qu'il y a un gros potentiel. Ça pour dire que ça s'en vient. Le film, le premier, était sorti en 80. Il avait coûté quelque chose comme 550 000 $ à produire. Il en avait récolté 60 millions. Donc, ça a été un grand succès qui a engendré plusieurs suites par la suite. Est-ce que toutes les suites ont été aussi rentables? Oui, surtout le X, celui dans l'espace. On les écoute pour l'Halloween, c'est le fun. C'est des bons films. C'est des bons films, en guillemets, radiophoniques. Mais ouais, c'est ce que j'avais à dire sur Friday the 13 et Crystal Lake, une expanded prequel. On va voir ce que ça veut dire. Je vous rappelle un truc. Dans le temps, quand on avait annoncé, quand je dis on, je parle... Le studio avait annoncé la suite de Karate Kid Cobra Kai pour la chaîne spécialisée YouTube, celle qui était payante dans le temps. Ouais. On avait décrit la série comme une série humoristique et les gens s'étaient enflammés. Voyons donc, c'est pas humoristique, Cobra Kai. L'avez vu, le Cobra Kai? C'est une des séries les plus importantes sur Netflix. C'est pas particulièrement humoristique. Faut faire attention des fois de pas se... Faut pas se piéger non plus dans ce qu'on nous livre. Là, ouais. Voyons ce que ça va être quand ça va sortir avant de partir en folie là, contre la production. Mais c'est vrai que la prémisse de Cobra Kai, quand tu la lis sur papier, c'est fucking drôle. T'sais. Absolument, oui. Que de voir tout le monde plus vieux, puis tu sais, qui sont un peu losers. C'est hyper réaliste, où les héros sont devenus propriétaires d'un concessionnaire de voitures. L'autre, c'est un loser qui est défini par une perte qu'il y a eu quand il avait genre quoi, 16 ans. C'est ça. C'est un héros local, en termes de dungeon, là, comme... C'est ça, là. Il a droit à des bonus, mais juste dans sa petite ville. OK, ouais, je vois ça. C'est tout ce que j'avais pour Friday the 13 puis Crystal Lake. Il n'y a pas vraiment plus de détails, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui est malheureux, par contre, c'est que Peacock n'est pas disponible au Canada. Fait qu'il soit avoir un autre diffuseur où vous savez exactement où aller chercher. C'est iTunes.videotron.com. Exactement, Gauthier. T'en as pas perdu une. Et voilà. Qu'est-ce que t'avais d'autre de ton bord, mon cher Gauthier? Je continuerai ma série de suggestions de lecture de romans post-apocalyptiques ou apocalyptiques, toujours pour essayer de diversifier un petit peu pour notre range, pour pas toujours sombrer dans du Mad Max, parce qu'il y a autre chose. Je vous suggérerais Les Agents de Grégoire Courtois. Encore une fois, c'est une belle couverture. C'est une couverture un peu en matte painting qui représente plein de buildings qui sont dans l'éther avec au-dessus une espèce de tête de mort faite en nuage. La couverture est réalisée par un artiste français qui s'appelle... attendez un instant. Qui s'appelle... j'ai perdu... Il s'appelle sûrement Didier, là. Didier, Tristan. Tristan ou Didier. Georges Clarenco. Tu vois. J'étais loin. Donc, c'est un artiste qui fait principalement du matte painting. Ça pourrait se retrouver pour faire du concept art de jeux vidéo. C'est vraiment très bien fait. Et ça met vraiment dans l'ambiance du roman, Les Agents, qui est en fait une espèce de mélange entre The Office et Mad Max. Wow! Donc, on se retrouve qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une histoire qui se passe vraiment super loin dans le futur, où la civilisation a migré dans des buildings extrêmement hauts,
qui vont jusqu'au-dessus des nuages, et où, en fait, l'entièreté de la civilisation humaine ne fait que travailler dans des box, comme des box de bureau, là, des petits cubicules, où ils surveillent des lignes de code pour être sûr que l'intelligence artificielle qui gère toute la civilisation est correcte. Fait que, tu sais, ils surveillent des flux de capitaux, ils surveillent des données de production, des graphiques, puis ce qui est vraiment ironique, c'est que ils se font enseigner que l'intelligence artificielle est toujours sans faille. Elle ne peut pas se tromper. Fait que l'entièreté de leur journée de travail, c'est de surveiller une machine qui est infaillible. Et donc, c'est ça, on suit en fait. Puis, quel cauchemar, t'en parles, puis je me sens mal. J'ai de l'anxiété. Puis, ben, c'est ça, ben, Grégoire Courtois, il est vraiment reconnu pour ça. Là. Il fait pas. Lui aussi, c'est un auteur qui ne fait pas de la science-fiction habituellement, mais on est vraiment dans de la description de. C'est de l'hyper-violence, mais comme si tu regardais un documentaire de TLC. Genre, tu sais, on est vraiment, on nous amène dans des univers où les gens ont des comportements hyper violents, mais c'est comme si ça répondait toujours à des lois de la nature. Ça parle beaucoup, en fait, de ce qui nous différencie de l'animal, par exemple. C'est-à-dire ce qui nous attend. Ben non, mais là, on est vraiment très loin. Là. Excusez, je suis downer. C'est vraiment far-fetch. Mais fait que chaque étage, en fait, de chaque building est divisé et cloisonné. Donc, sur chaque étage, il y a plein de guildes qui se séparent le territoire des cubicules. Nice. Et les gens sont organisés de manière, c'est ça, là, un peu tribale. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a un remplaçant qui est envoyé par les RH à l'étage. Et puis, c'est la lutte pour essayer d'amener ce remplaçant-là dans votre guilde. Je peux-tu faire juste une petite pause, Gauthier, puis de faire rajouter quelque chose? En ce moment, là, no joke, ça ressemble à l'arche narrative dans laquelle on est dans Endor, la série de Star Wars sur Disney+. Ah, ok, j'ai pas vu Endor. Tout le côté, anxiété, tout le côté que tu viens d'écrire de performance et de. Je ne veux pas en donner plus pour les gens qui ne sont pas rendus là dans la série, mais c'est le cousin éloigné Star Wars-esque de ce que tu viens de décrire. Ouais, ben c'est ça. Là, on est vraiment comme. C'est vraiment étrange parce que oui, on est dans un cadre qui nous, est synonyme de performance, mais eux, en fait, il n'y a aucun moyen de quantifier la performance parce que la machine ne se trompe jamais. Donc, on est plus dans des questionnements de justement pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Si on a une machine qui s'occupe de tous les besoins primaires puis de toute la construction, par exemple, de la technologie qui nous est utile, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour passer le temps? Puis ben, c'est sûr que là, il y a un dogme du travail qui se met en place où il faut que tu fasses tes heures de travail de 9h15 à 12h15 tu travailles, après ça, tu as 1 heure de pause. Tout ça est très normé. Mais pendant les pauses, qu'est-ce que ces gens-là font? Il y en a qui font de leur performance hyper violent ou genre ils se mutilent, puis ils montrent ça au monde. Puis les gens sont fascinés, mais un peu repoussés en même temps. C'est vraiment, en tout cas, je ne l'ai pas encore terminé, je suis rendu aux 3/4 à peu près, là, mais j'aime beaucoup ça. J'avais vraiment aimé un autre roman de Grégoire Courtois qui s'appelait Les lois du ciel, qui était lui aussi, mais ça c'était une expédition de camping qui tourne vraiment très mal, un peu à la Friday the 13th, et c'était très bon aussi. Wow! C'est un romancier français, mais qui est publié ici au Québec par le Cartanier. Donc là, la version que je vous ai montrée, là, c'est la version folio poche qui vient de sortir en librairie. Donc, qui a été acheté par les Français qui ont dû réaliser que c'était un auteur intéressant quand il a été traduit en anglais. Hein? Parce que ça arrive souvent avec les auteurs publiés au Québec. Ils sont boudés par la France jusqu'à temps qu'ils soient traduits en anglais. C'est vrai, ça? Pour vrai, c'est c'est weird. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Donc, je vous le recommande. Si vous aimez quand même la littérature un peu cringe, l'humour noir, c'est quasiment Cronenbergien. Là. Si vous aimez Cronenberg, vous allez vraiment aimer Les Agents. Donc, c'est ça, c'est publié. Là. Ça vient de sortir en poche, donc c'est vraiment pas cher. Yeah!
Yeah! Pas cher. Pas cher. Merci, Gauthier. Ah, c'est cool. Ça a l'air vraiment nice. Je sais pas comment tu fais tes sélections. Est-ce que tu as quelqu'un qui te suggère des livres ou tu... Non, mais c'est ça. Les pochettes d'elle. C'est les pochettes d'elle. Non, mais après ça, je lis le 4e de couverture pour voir si ça m'intéresse. Là, mais pour vrai, je suis vraiment un sucker pour l'art des couvertures. Puis je suis pas gêné de le dire. Ah, c'est correct. Écoute, tu défais... C'est quoi l'idée, là, comme quoi il faut pas juger un livre à sa couverture? Ouais, non, moi, je juge un livre à sa couverture. Excellent. Mais mon cher Laurent. Une petite nouvelle de Mopette? Oh yeah! Oh yes! Ça faisait longtemps. Oh yeah! Les trois, souvenez-vous qu'on est allé voir de Mopettes ensemble? Ben oui. C'était en 2009. Vas-y là. Oh my God, non, pour vrai? C'était pas en 2011? C'était en 2009. Oh my God! 2009. Highlight de ma vie. C'était malade. C'était malade. On aime ça, les mopettes. Écoute, si on veut prolonger ça, en fait, c'est pas du nouveau mopette, mais c'est du vieux mopette oublié qui revient parce que c'est les 30 ans cette année de Muppet Christmas Carol de Brian Henson. Et là, on annonce que dès le 9 décembre sur Disney+, où il y a déjà le film, on aura droit à une extended cut que je savais pas qu'il existait. Ça a l'air que sur la première VHS, donc c'était pas dans la version au cinéma, puis c'était pas dans toutes les versions subséquentes, mais sur la première VHS, il y avait une chanson chantée par Scrooge lui-même, Michael Caine, dans celui-là, qui s'appelait When Love Is Gone, une chanson écrite par Paul Williams, qui est un grand compositeur, entre autres, des chansons du premier film des Muppets et de Phantom of the Paradise. Fait que il y aura cette extended cut là que vous pourrez voir, que personnellement je n'ai jamais vu, donc ce sera comme si j'en avais besoin une excuse pour revisiter le Noël des Muppets. C'est sans doute la meilleure adaptation de Christmas Carol qui existe, la version des Muppets. Je trouve qu'elle est parfaite. Moi, ça fait une couple d'années que j'ai une tradition de genre à chaque Noël un Scrooge que j'ai jamais vu, genre. Parce que je peux runner là-dessus vraiment longtemps. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi là, à Christmas Carol, je trouve que c'est une histoire parfaite. Là, dans le sens que tu peux changer autant d'affaires que tu veux. Le canevas est tellement tête que tu peux broder puis inventer n'importe quoi, genre, avec ça. Puis comme n'importe quel tweak, là, je vais comme, ouais, ils ont fait ça, ok. Je suis comme... C'est comme un standard de jazz. Ben, vraiment, c'est comme un standard. Ouais, exactement. C'est ça. C'est comment, tu sais, fantôme du passé, du présent, du futur... Roll with it. Puis après, à la fin, tu ramènes l'esprit de Noël. Genre. Mais Scrooge... Avec les Ghostbusters. On pourrait, mais tu sais que Scrooge, justement, qui met en vedette Bill Murray, pour moi, t'as Muppet Christmas Carol, t'as Scrooge. J'ai jamais vu la version de Robert Zemeckis, par contre. J'ai jamais pris le temps de l'écouter. Ah, celle animée? Là? Animée avec Jim Carrey là, qui joue. Ouais. Moi non plus. J'ai de la difficulté avec le visuel. Peut-être que je l'essayerai éventuellement. Gauthier, tu me fais me rappeler quelque chose. Dans The Real Ghostbusters, le dessin animé dont je parlais tout à l'heure, qui a inspiré le fan-made du jeu vidéo qu'on a parlé en début d'émission, il y a un épisode où les Ghostbusters retournent dans le temps et par mégarde capturent les 3 fantômes de Christmas Carol. Donc, le crossover parfait, toi. Il me semble que Simon a déjà parlé de ça dans un vieil épisode de Noël. Je pense qu'il en a parlé, puis l'année passée, je pense l'année passée, quand il faisait ses samedis matins de Noël, sur Discord, il avait passé cet épisode-là. Je ne sais pas s'il va ramener ça cette année, mais l'année passée, il l'avait passé. Gauthier, tu avais raison, c'est 2011 de Muppets, donc c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même loin. Ben, ça va faire... Quand même. Ça va faire quand même 11 ans. Ouais, 12 bientôt, dans pas long. I know, je sais, le temps passe. Ouais, non, mais c'était alentour, là, je me rappelle, c'était à ma fête. Ouais. C'est quand ta fête? Ça fait 2 fois que tu en parles là, aujourd'hui. C'est quand? Là? Ouais, non, c'est Étienne qui parle de ma fête à chaque fois qu'on se voit, mais techniquement, là, c'est vrai que c'est dans 2 semaines. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire, Gauthier? Laurent?
Vieillir. Arrête donc. Oh, Mike! Arrête, c'est moi qui pars en premier, anyway, là, je suis plus que vous autres. C'est ça, fait que c'est ça. Ça va être quand tu vas voir... Écoute, si je vais croiser les doigts, puis je vais dire avoir des lunettes qui me font comme du monde. Bon. C'est rendu si j'ai ça serait déjà un beau cadeau. On baisse nos standards avec ça, je pense. Des petites victoires. Moi, j'ai des semelles à cul-massage à ma prochaine fête, je suis content. Ouais. Mais non, mais écoute, ça affecte pas mal tous les aspects de ma vie, bien voir ou pas. Hein, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Hey, je vais vous parler de la saga Warner Brothers Discovery et de leur recherche pour un représentant de leur nouvelle division DC Studios. J'en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines parce que ça fait beaucoup jaser dans le monde hollywoodien. Et comme ça touche DC Comics et les propriétés adaptées au grand écran, ben, ça touche aux mystérieux étonnants. Je sais que Laurent, pendant que je parlais, tu vas juste entendre la voix d'un prof dans Charlie Brown, là, mais... Ben non, mais je suis en train de me dire que tu devrais appliquer, Ben. Ah, ben la job a été prise, Laurent, par pas une personne, mais 2 personnes. Ça, c'est une des autres grosses nouvelles qui a été partagée, d'ailleurs, sur le Discord des Mystérieux, par notre auditeur Jules, que je salue, qui partage souvent, en fait, des nouvelles qui m'intéressent, liées à la pop et le cinéma. Donc, pour résumer vraiment rapidement les faits, j'en ai parlé dans la dernière émission, David Zaslav, qui est le président directeur général de Warner Brothers Discovery, qui est la nouvelle entité qui a été fusionnée Warner Brothers Discovery ensemble, a fait le ménage, a pris des décisions un petit peu controversées qui ont, entre autres, cancellé la sortie de Bad Girl. Il y a des choses qui ont changé de place. Il a beaucoup brassé de la cabane. Et depuis un certain temps, il est à la recherche de son Kevin Feige, donc l'équivalent de DC Comics, pour être à la tête de DC Studios. C'est une nouvelle entité chez Warner Brothers Discovery qui était chargée, ou qui sera chargée plutôt, des films, des téléséries et des projets d'animation, entre autres choses. Donc ça, c'est un gros projet. Ils ont besoin d'une direction forte et on est dans une économie au niveau culturel de IP. Et quand ces IP-là sont populaires, bien gérés, ben ça attire quoi? Ça attire des clients. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour rien qu'il y a plein de projets qui sont basés sur des propriétés connues. C'est que il y a déjà une partie de la publicité qui est faite quand vous basez un film sur quelque chose qui est consommé depuis 40 ans. On s'entend, les gens sont probablement plus portés à aller le voir, sauf le film The Phantom, parce que c'est de la petite merde. Mais, donc... Ben, je sais pas, là, ça fait assez longtemps qu'on l'a oublié. Ah ouais, va le revisiter, voir. Va le revisiter. Non, mais justement, peut-être s'il y avait un upgrade, tu sais, je veux dire, un upgrade, oui. Je sais pas, moi, je te parle... Un nouveau, là, un reboot, là, un reboot, de Phantom. Va-tu le bord, là, mais je sais pas. C'est ça. Va-tu le bord. Donc, Zaslav, je vois toujours de la misère à dire son nom, avait entamé des démarches avec quelqu'un. Ça n'avait pas fonctionné, j'en ai parlé dans le passé. La personne qui était en charge de ce qui s'appelait avant DC Films, Walter Amada, a quitté. Et là, les personnes qui ont été signées, checkez ça, c'est quand même gros. Le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran, que moi je connaissais moins, mais qui est un producteur qui travaille avec Warner Brothers depuis plusieurs années. Donc, c'est quand même une décision peu habituelle de mettre à la tête... Hey, je sais pas ce qui se passe avec le spam à soir, là, mais beaucoup de gens qui veulent nous vendre des services, disons, plutôt louches. Désolé, là, ça attire mon attention pendant que je parle. Donc, c'est un move assez inhabituel de mettre à la tête d'un studio, d'une division d'un studio, un gars comme un réalisateur ou quelque chose comme ça. Donc, James Gunn va être chargé du côté plus créatif. Safran va être chargé du côté business et production. Les deux, ils vont travailler sous Zaslav et avec les patrons de la division Warner Film, qui fait partie de la même entité. Voilà. James Gunn a signé pour 4 ans. Ça pourrait continuer par la suite. Pour l'instant, il va pouvoir continuer aussi à réaliser des projets on the side. Et on a appris d'ailleurs en parallèle qu'une des premières personnes à qui il a averti qu'il avait obtenu le poste, James Gunn, c'est Kevin Feige. Il l'a appelé. Il a dit c'est la première personne parce que, bon, James Gunn vient de l'indépendant. C'est un gars de Trauma qui a fait son chemin dans le mainstream et il a eu son big break avec Guardians of the Galaxy. D'ailleurs, il y a le Christmas Special qui s'en vient en novembre et il y a la sortie en mai du 3e volume. Donc, ils ont quand même affaire à Marvel, mais après, Gunn sera probablement libéré de toute obligation avec Marvel. Ça allait être ma question parce que je savais pas qu'il était fini de tourner le 3. J'étais comme, ça va-tu l'empêcher? J'imagine que quand tu signes avec un ou l'autre, en tout cas, dans des hauts postes comme ça, il doit y avoir une forme d'exclusivité. Je crois que là, malheureusement, James Gunn ne sera pas consulté pour des futurs projets de Marvel.
en même temps, on le comprend. Là, c'est un Christy de power move pour mettre un gars comme Gunn à la tête d'une division aussi importante comme Warner Bros. Discovery. Je peux pas plus le souligner que ça. Mais voilà, c'est que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait tabarnouche, OK. C'est peut-être un move un peu aussi PR en même temps parce que justement, il y a eu une série de mauvaises décisions. Mais regarde, on brasse un peu la cabane, puis on met 2 personnes. On met pas une personne, mais 2 personnes. Ces affaires avaient marché chez DC aussi, là, son Suicide Squad. Puis excellent. La Peacemaker, que je suggère à tout le monde. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a une sensibilité artistique que je pense que Warner Brothers en a besoin, surtout pour DC. Ben c'est ça, c'est à peu près les seules affaires qui n'ont pas été reçues avec une brique puis un fanal chez DC dans les derniers 10 ans, fait qu'ils sont trop semaines de le garder dans leur équipe. Là. Exactement. Ouais, tu regardes au niveau des revenus, puis ça va pas si mal que ça. T'sais. Non, c'est plus au niveau critique, mais sûr, si les gens sont au rendez-vous, les critiques... C'est ça. C'est ça. Là, non, mais là, ils sont rendus à tirer la plug sur des projets déjà finis, puis qui ont coûté full d'argent puis à pas les sortir. Là. Quand t'es ça va juste faire un demi-milliard de dollars. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah ouais. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Puis si Gunn peut continuer à réaliser des choses, moi je suis content. Allez écouter Peacemaker. C'est fucking bon. C'est super bon, Peacemaker. Je peux plus encore. C'est tu sais, autant que son film, j'ai oublié le titre malheureusement. Je pense que ça s'appelait Super. Est une déconstruction des super-héros. Peacemaker, on est un peu dans la même veine, mais on utilise des personnages de DC pour le faire. Donc, et c'est très irrévérencieux, très violent, mais c'est aussi très drôle. C'est surprenant. C'est un drôle de projet, mais qui ne devrait pas fonctionner sur papier. C'est comme Guardian, mais sur le crack, avec beaucoup plus de violence. Vendu de même moi j'ai le goût. Ouais, c'est ça. J'étais à qui? Je pense que c'est Gauthier. Non, Laurent, je pense que c'est toi. Non, c'est Gauthier. C'est Gauthier, t'as raison, c'est ça. Ben, t'as pas fait de nouvelles encore, mon coquin. Qui c'est, moi, ça? Boutin. Je vais parler des mopettes. Puis des mopettes. C'est à toi. Kevin O'Neill. Je peux en faire, là, j'en ai. Pour une fois, j'en ai. Vas-y, fais-en en rafale. OK. J'en ai 2. J'ai dit en rafale. Êtes-vous déjà allés, les gars, à Pembrokeshire, en Angleterre? J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Pour les Hobbits? Que tu es allé en bateau. C'est en Angleterre. Il n'y a pas de Hobbit, mais il y a une plage qui s'appelle la Freshwater West Beach. Et c'est la plage où on a filmé pour Harry Potter and the Deathly Hallows, le volume 1. On a filmé les funérailles de Dobby, l'elfe de maison. Ouais, alors, sur la dite plage, ils ont quand même gardé une espèce de mémorial pour Dobby, qui semblerait être un lieu de pèlerinage pour les fans de Harry Potter. Ils vont supporter leur vieux bossal? Sûrement. C'est ça, la ville de Pembrokeshire aimerait ça que vous gardiez vos vieux bossals chez vous parce que c'est en train de fucker l'écosystème au grand complet. Oh my God, on est des mardes. Fait que, ils sont vraiment comme posé la question, genre, est-ce qu'on va ôter le shrine, est-ce qu'on va le démolir, puis tout, puis ils se sont dit, OK, non, on va le laisser là, mais s'il vous plaît, arrêtez, parce qu'il y a aussi, les gens, ils laissent, bon, la nouvelle disait des trinkets, des babioles. Des babioles, des babioles. Des cossins. Fait que des babioles et des petites roches peintes. Fait que là, tous les chips de peinture, des petites roches, ainsi que les fibres des bas sont en train de fucker l'écosystème de la plage et comme de l'eau alentour au grand complet. Fait que, si c'était dans votre... genre, vous pouvez, là, on sait, il est cute, Dobby, puis il est mort, c'était tragique, mais gardez vos bas chez vous. Sérieux, si vous voulez donner des bas, là, les hobos de votre quartier en ont vraiment plus besoin. Oui, c'est vrai. Et pas l'hiver, Dobby. bon... Dobby, il est mort. Il est déjà libre. Ça a l'air qu'il laisse aussi la collection de Garfield de McDo, les figurines des années 90. OK. Non, c'est pas vrai. C'est ça, c'est juste que ça m'a pas en esprit. J'étais comme des babioles. Puis là, c'est le mot de babioles. Mais ça me rappelle la fameuse nouvelle des téléphones Garfield échoués. Je suis pas sûr que c'était en Angleterre. Je pense que c'était sur les côtes de France.
Je ne sais pas quelle côte, mais il pense que c'est un conteneur qui a été crissé dans la mer, puis de temps en temps... Oui, plein de téléphones Garfield, puis là, il y en a qui pop une fois de temps en temps sur la plage. Je trouve ça malade, cette histoire-là. C'est la seule fois, d'ailleurs, que j'ai eu une interaction sur Instagram avec l'artiste que j'adore, Caton, puis elle disait « Voyons, ça vient de où? » Puis là, j'y ai écrit, tu sais, comme en direct message, je pourrais dire « C'est ça, ça a l'air que c'est ça. » Elle m'a jamais répondu, je suis comme « Je l'ai-tu freaké out en expliquant cette histoire-là? » C'est vrai, je l'ai lu! C'est pas inventé ça? Bon. Vas-y donc ta deuxième nouvelle en rafale, Laurent. En rafale, j'espère que Jake est à l'écoute parce que c'est une nouvelle qui va sans doute me voler pour la semaine prochaine. Le futur va nous le dire. Oui, ça concerne les éditions Samhain parce qu'il m'a déjà volé une nouvelle des éditions Samhain qui était... c'est la maison d'édition québécoise qui a publié récemment le livre sur l'histoire de 5 groupes métal du Québec et qui faisait d'autres collectifs comme ça, là, les 5 lieux les plus hantés du Québec, les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec. Alors, Nick Michaud, l'éditeur derrière les éditions Samhain, a annoncé la semaine dernière qu'il lancerait une nouvelle collection à venir en 2023 avec au moins 2 titres. Une collection plus format comics. Auparavant, c'était plutôt des grands albums, format comics, qui veut publier en français et en anglais dans le but d'aller trouver des nouveaux publics, qui serait une forme de série anthologique à la Tales from the Crypt. Donc, une histoire d'horreur prête pour l'Halloween à chaque année. Cool. Puis, il annonce déjà, bon, c'est sûr que ça nous mène dans 1 an. Presque jour pour jour, mais il dit déjà que le premier titre, ce serait une création que lui scénariserait, dessinée par Louis Lachance, qu'on connaît peu au Québec. Il a déjà travaillé un peu sur Vampirella. C'est un très bon dessinateur, un peu pulp. Moi, j'ai vu genre Frazetta Star un peu? Ouais, dans cette veine-là. Clairement, un héritier de, puis ça s'appellerait Les Sorcières du Mississippi. Ça a l'air de se passer dans le temps là, de l'esclavage dans le sud des États-Unis. Donc, écoute, ça serait... On en reparlera sans doute dans 1 an quand ça paraîtra. Mais, ou la semaine prochaine quand Jake va te voler la nouvelle. Ben, voilà. Excellent. Sûrement, tu sais, Samhain, ils ont l'habitude de faire du crowdfunding là, pour leur titre, fait sûrement qu'on le mentionnera en temps et lieu. Je peux-tu, Gauthier, enchaîner pour quelque chose pour Laurent, parce que je veux pas l'oublier, puis je l'avais pas noté initialement dans mes nouvelles pour l'émission, mais quand j'ai vu ça popper au cours du week-end, puis Laurent, avoir ta réaction dans le groupe chat des Mystérieux Étonnants sur Facebook, je me suis dit, je comprenais rien. Que j'aille investiguer. Je vais mettre un peu de contexte pour les gens à la maison. Au courant du week-end sur Instagram, puis je suis beaucoup de comptes qui partagent des nouvelles puis des illustrations liées aux comic books américains, les super-héros, dont Comic Book Serial qui partage souvent des pochettes de comic books apparaître. Ils sont vraiment rapides, ils ont du bon stock, belle qualité d'image. Je vous invite à les suivre. On commence à partager des pochettes où on voyait des personnages de Marvel. Et la première que j'ai vue, c'est celle de Hulk entouré des singes dans la planète des singes. Et je me suis dit, voyons, y a-t-il quelqu'un qui a lu l'esprit de Laurent et qui a transposé ça sur une page? Et je l'ai envoyé à Laurent. Le deuxième que tu as envoyé, c'est genre le Step Up. Là. Ben oui, là, ça, c'est toi. Ça, c'est ça pour toi. Mais juste fait que je l'ai partagé dans la conversation des Mystérieux. Laurent a pété un gasket. Et pas longtemps après, j'ai découvert une autre où tu as les singes qui pointent vers le ciel et tu as le Silver Surfer et dans les nuages, la silhouette de Galactus. Une autre obsession de Laurent. Fait que ça, c'est comme... Si Laurent pouvait marier un objet, ça serait cette couverture-là, j'ai l'impression. C'est pour vrai, là, j'y repense, puis je suis comme... c'est comme si mon esprit n'avait jamais osé penser à ça. C'est vrai. Je suis comme, voyons donc, genre, ces 2 éléments-là étaient là depuis tout ce temps, puis j'ai jamais pensé à les faire jouer ensemble, mais quelle idée incroyable! Ben oui, et ça à quoi Laurent a répondu aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Oui! Ben là, qu'est-ce qui se passe certain, là, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qui se passe, Laurent? Je suis allé voir, je suis allé gratter un peu, je sais pas si tu vas être déçu par contre. C'est qu'en février prochain, donc en février 2023, Marvel va publier une nouvelle série qui s'appelle Planet of the Apes. Donc, basée bien sûr sur les films Planet of the Apes, qui est esthétique, ça va être des nouvelles histoires. Fait que ça c'est cool.
Mais les pochettes qu'on a vues, ce ne sont pas des crossovers, ce sont des pochettes de promotion. Exactement. Des pochettes variantes. Gauthier, tu as mis le doigt dessus. Pensez quand Marvel a repris les droits de Alien et Predator, ils ont mis en scène des personnages de leur maison d'édition avec des Predators, avec des Aliens. Puis le monde était comme « Oh, c'est malade! » Mais ça ne représente pas l'histoire. C'est pour les gens qui collectionnent les pochettes alternatives. Reste que ça serait un maudit bon gamble, je pense, de créer une histoire crossover. Si ça Galactus, tu sais, les Band des Mais Singes. là, il y avait... Je veux dire, je sais que Marvel a déjà fait des comics de Planète des Singes dans les années 70. Oui, j'ai les informations ici. C'était plus dans leur période où ils faisaient des magazines aussi, là, me semble. Ouais, il y a eu deux périodes de Planet of the Apes chez Marvel dans les années 70. En 1974, il y a eu des histoires qui ont été publiées. C'était le fameux magazine où c'était des petites courtes histoires. Puis en 1975, ils ont publié quelque chose qui s'appelait Adventures of Planet of the Apes, qui était en fait une reprise des films en bande dessinée. Donc, c'est pas des histoires originales, mais vraiment une reprise des films. Mais tout ça, je pense que ça va sortir ou c'est sorti, va être collectionné dans un gros omnibus qui a l'air, ma foi, vraiment très cool. La pochette, elle est superbe. Justement, une pochette un peu à la Franzetta. Mais c'est un retour pour la franchise Planet of the Apes chez Marvel avec cette nouvelle série. C'est ça, parce qu'il me semble... Il en sortait quand même, je sais plus où, genre Boom ou IDW, là, peut-être, mais il me semble qu'on on avait déjà parlé de Kong versus Planet of the Apes. On a parlé de ça. On a parlé de ça, genre dans les mois précédents la pandémie, me semble. Précédent la pandémie dans laquelle nous sommes encore. Ouais, c'était comme on était dans ça existe, on était en studio ensemble, Ben. Te rappelles-tu ce temps-là? Je m'ennuie de cette période-là. On pouvait se toucher, se cracher dans la face. Mais c'est ça. Peut-être que, tu sais, Laurent, malgré qu'il n'y aura pas de crossover avec les personnages de la Big. Encore, pour l'instant, exact. Mais tu vas peut-être pouvoir mettre la main sur des nouvelles histoires de singes qui parlent. Ben, écoute, je vais le checker quand même. C'est le genre d'affaires que je suis rendu méfiant, là. Ouais. Ces affaires de franchise-là. Mais ceci dit, tu sais, moi, j'ai en français, il avait fait 2 gros volumes, les vieux comics là, chez Panini, il y a une couple d'années, puis parce que j'ai cherché en anglais, mais il n'était pas trouvable, puis là, ils ont fait ça, puis je me suis dit, bon, à un moment donné, j'aime mieux les choses en langue originale, mais j'aime mieux les lire que pas les lire aussi, mais c'est vraiment des beaux livres. Ouais. Okay. Mais c'est sûr que les adaptations, c'est hit and miss. Ça dépend. Je sais qu'on avait parlé du premier arche narratif de Alien quand il est sorti chez Marvel. Ah ouais. Puis, câlisse, man, comment scraper une franchise qui est pourtant si définie? Je l'ai encore à travers de la gorge, là. Je suis désolé, je peux pas tout le temps savoir si ça va être bon ou pas bon. Non, mais je t'en veux pas, mais tu sais, justement, chez Planète BD, on l'a reçu en français cette semaine, puis j'étais comme, j'ai même pas envie de le mettre sur la table de nouveauté, là, cette vidange. Je l'utilise pour mettre une table au niveau, c'est tout. Sous une patte de chaise, je sais pas. Mais... Faudrait que je lise le comic de Alien 3, la suite de Alien 3 que William Gibson avait écrit. Non, Gauthier, tu veux pas. On en avait parlé à l'émission, puis c'est malheureusement... je sais, puis on s'entend. Quand on adapte ce genre de contenu-là, il y a beaucoup d'ellipses. On va beaucoup couper dans le gras. Mais l'adaptation qui en a été faite en comic book, puis on en a parlé au show, c'est de la bouse, malheureusement. Mais c'est celle de Gibson? C'est celle de Gibson. C'était le Alien 3 de Gibson. Donc, le scénario de base de Gibson qui n'a jamais été produit, adapté en BD. Puis, tu sais, comme j'allais dire April, voyons, le personnage d'Alien. Ripley, merci. Hélène Ripley est pratiquement pas là. Elle, au début, a fait un genre de mini caméo, est endormie, puis elle est partie vers d'autres cieux. Parce que ce scénario-là avait été écrit à l'époque, on pensait que l'actrice n'allait pas revenir, Sigourney Weaver. Okay. C'est pour ça qu'il a été écrit ainsi. Mais c'est une curiosité, si tu veux, tu peux le lire, mais attends-toi pas à quelque chose d'extraordinaire, malheureusement. Mais parlant de William Gibson, si jamais vous aimez l'auteur, c'est le 4e épisode de The Peripheral qui est sorti la semaine dernière sur Amazon Prime. Ouais. Fait que si jamais vous voulez vous lancer dans une série de science-fiction, d'anticipation vraiment cool, t'aimes ça? Checkez ça. Moi, j'avais lu je lis les livres actuellement. C'est pas Philip K. Dick qui avait écrit ça? Non, c'est William Gibson. C'est William Gibson. Okay. Ouais.
Tu l'avais vu, toi, il me semble. Il était venu faire une conférence à Montréal. Tu n'avais pas assisté à une conférence de lui? Ouais, il était venu à Montréal justement un peu avant la pandémie en 2019 pour parler de Agency, qui est la suite de Peripheral. Oh, nice. Ouais. OK. C'était très cool. Puis t'aimes la série, elle est bonne? Ouais, c'est vraiment cool. La prémisse de base est vraiment super intéressante. Ça parle un peu de réalité virtuelle, mais plus comme si c'était des univers parallèles. OK. Donc, on suit une fille qui vit dans un univers parallèle où Hillary Clinton a battu Trump en 2016, qui va découvrir, en fait, dans un univers virtuel, une époque dans le futur. Puis elle va assister elle va être témoin d'un meurtre dans cet univers-là, puis elle va être appelée par un détective de cette époque-là pour l'aider. Est-ce que c'est un peu à la manière de Existence, on questionne ce qui est réel ou on n'est pas dans ces zones-là? Non, vraiment pas. C'est ça qui est rafraîchissant, c'est que on part vraiment avec l'optique que les deux univers se valent, puis c'est pas à propos de qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. C'est vraiment super intéressant. Ah. C'est-à-dire que comme tout le monde a une agentivité là-dedans, puis il n'y a pas de personnage plus important que l'autre parce qu'il serait peut-être pas vrai. Donc on s'intéresse vraiment autant à la simulation qu'à la réalité. Donc les NPC, les personnages principaux qu'on sait réels, entre guillemets, ont le même niveau d'importance. Puis c'est jamais vraiment adressé. Okay. C'est pas un enjeu. C'est pas un enjeu. C'est comme si la simulation de l'univers dans lequel Hillary Clinton a gagné était aussi réelle que le monde réel dans le futur. Ah, intéressant. Ben, j'imagine que tu prends une société, tu la mets au complet dans un univers virtuel. C'est une après simulation. Un moment, une simulation, c'est une simulation. Je veux dire, c'est pas. C'est là-dedans que tu évolues. Who cares? C'est ta réalité. Quand t'es un NPC. Oui, quand t'es un. Oui, exactement. T'avais-tu un dernier truc, toi, là, Gauthier, ou t'avais fait le tour? Moi, j'ai pas mal fait le tour. Toi, Laurent, il te restait-tu quelque chose? Non, moi aussi, j'ai fait le tour. Moi, il me restait un dernier petit truc parce que je voulais absolument en parler parce que c'est une autre annonce qui a été faite juste avant qu'on enregistre notre spécial d'Halloween la semaine dernière. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a dit sur Facebook cette semaine qu'il avait écouté 2 fois. Il est particulièrement apprécié. Oui, les gens ont aimé. Déjà? Oui, 2 fois. Je pense que l'Ectoplace a conquis les cœurs des chaumières. On sait jamais, hein? Peut-être. J'ai assez hâte qu'ils reviennent à l'épisode de Saint-Valentin. Le spectre des amours passés de Benoît. Il va pas être en forme, ce spectre-là. Donc, vous aimez ça, Star Wars? Hein? On parle de ça en Star Wars? Ouais. Ça dépend. Ça dépend. La franchise a des hauts et des bas. Endor est très bon, je vous suggère. THR, qui est The Hollywood Reporter, a apporté en exclusivité que Damon Lindelof, le co-créateur de Lost et des téléséries Watchmen et The Leftovers, est en train de travailler sur un scénario d'un nouveau film de Star Wars. Et le projet est en développement depuis, en fait, plusieurs mois. Lindelof est en train de coécrire en fait le scénario avec Justin Britt Gibson, qui est un scénariste montant à Hollywood, qui a une importante carrière, qui a été story editor sur la série The Strain de Guillermo del Toro. Et il a été aussi, il a écrit certains épisodes de Counterpart avec J.K. Simmons, qui est une série justement qui traite d'univers parallèle, qui je crois est disponible sur Disney+. Donc, Gibson est venu à bord du projet il n'y a pas si longtemps, mais il y a une Writer's Room qui a été faite il y a comme plusieurs semaines de ça. Writer's Room, c'est là où on va consolider plusieurs têtes pensantes, des scénaristes, des gens qui ont leur mot à dire finalement pour le développement d'un projet. Ça a duré pendant 2 semaines. Il y avait plusieurs consultants qui étaient impliqués, dont possiblement David Filoni, qui était un des architectes de l'univers de Star Wars au petit écran comme on le connaît en ce moment, qui a fait The Mandalorian, qui traite de plusieurs choses du côté de Star Wars. Ça se passerait comme un film standalone, donc on quitte la plateforme ou la structure de 3 actes d'une trilogie. Je pense que Lucasfilm et Disney, par ricochet, veulent la jouer safe parce qu'on sait que ça peut être un gamble risqué, mais ça n'empêche pas, on dit dans l'annonce que ça pourrait engendrer d'autres suites, voir si le film fonctionne, puis c'est Star Wars. C'est sûr que ça va fonctionner. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse en tant que vieux bonhomme qui jadis se consacrait au canon de Star Wars, des romans puis des comic books, ça se passe après The Rise of Skywalker, qui est sorti il y a quelques années de cela. Donc, ça mettrait possiblement aussi certains acteurs qui reviendraient.
des acteurs de la trilogie des années 80, des années 2010, mais on ne suit pas les événements comme tels de la Star Wars, ce qu'ils appelle la Skywalker Saga, donc les 3 trilogies. Je trouve ça intéressant parce que du côté de Lucasfilm, depuis plusieurs années, on suit surtout, on essaie de remplir les trous de ce qui se passe avant. On est beaucoup dans les préquels, dans les antépisodes et le Rise of Skywalker comme le dernier chapitre, mais on va pas plus loin. Donc, je suis curieux de voir ce qui se passe ensuite. Ils ont besoin de développer d'ailleurs cet univers-là pour éventuellement que cette franchise-là ne meure jamais. Donc, il y a une possibilité que ça s'en vienne. Pas plus de détails, mais je trouve ça intéressant. Ça serait intéressant, mettons, que l'Empire revienne avec un genre de méchant empereur. Puis que là, un nouveau Jedi avec comme une grosse force puisse se battre contre ce nouveau empereur-là, qui aurait un sous-fifre qui serait lié un peu de façon familiale et génétique à ce nouveau héros-là. Ça serait audacieux, non? Ah, ça serait très audacieux, Laurent. Le mot est juste audacieux. Oui, tout à fait. On est d'accord. Mais est-ce que ça, c'est aussi un standard, tu sais? Ouais, exact. Et c'est pour ça qu'Endor est différent, parce qu'on... Star Wars, là, Endor, c'est du Elevated Star Wars. Je vais dire ça comme ça. Je l'ai coiné, OK. C'est à moi, c'était ça. OK. Savez-vous ce qui est audacieux? C'est donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Parce que sans les Patreons des Mystérieux Étonnants, on ne peut pas garder les lumières allumées. Ben écoute, ça fait quand même presque 17 ans que je fais ça. Je me trouve pas super bon, mais des fois, il y a des affaires qui s'enlignent, puis ça fonctionne. On n'a rien vu aller. C'est ça. Donc, le Patreon des Mystérieux Étonnants, c'est une plateforme que vous pouvez donner pour l'équivalent d'un café et vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. C'est super facile, j'arrête pas d'insister là-dessus, mais moi, je pense que c'est un critère d'entrée pour ce genre de plateforme-là. C'est super facile d'entrer et de se désabonner. Donc, si vous voulez juste donner pour un mois ou prendre une pause, revenir plus tard, vous pouvez le faire et c'est sûr qu'on va le prendre votre argent parce qu'on en a besoin. Et merci à tous ceux et celles d'ailleurs qui donnaient aux Mystérieux Étonnants. Malgré la récession, le prix qui augmente partout. J'ai eu peur quand le mois d'octobre s'est conclu. On a eu une perte énorme de Patreon parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas mis leur renouvellement automatique. On en a récupéré beaucoup depuis, mais ce n'est pas équivalent au mois dernier. Donc, si ce mois-ci, vous pouvez nous appuyer, ça serait le temps. Ça serait fort apprécié. En échange de votre contribution, parce que vous ne donnez pas juste ça pour nos beaux yeux, là, on vous donne du stock en échange. Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. Vous avez Terre humaine chez Isdor, animé par notre ami Simon Chénier, Étienne Forêt et Gabriel Zocolard sur la télésérie Terre humaine. Beaucoup d'adeptes de Terre humaine chez Isdor dans les membres Discord des Mystérieux. D'ailleurs, vous avez accès au Discord quand vous donnez aux Mystérieux Étonnants. Vous m'écrivez, je vous envoie le lien. Des fois, je le partage d'ailleurs sur la plateforme directement. Et vous rejoignez une belle communauté de gens qui écoutent des films, qui partagent des nouvelles, qui jasent. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. Votre contribution permet aussi de produire Noël Chisdor, qui a repris du service il n'y a pas si longtemps, notre podcast spin-off animé par Simon Chénier et Étienne Forêt, dédié au temps des fêtes. Ça fait du bien. Et Sophie Poscotto, qui est là également. Et Terkaju, qui est censé reprendre du service quelque part en novembre. Un podcast animé par Jake Dion, qui fait une très bonne job d'animation. Vraiment, franchement, Jake, bravo. Je sais qu'il y avait des insécurités initialement, mais il fait une belle job sur les gros monstres qui se tapochent. Donc, vous voyez la zone dans laquelle les Mystérieux Étonnants évoluent. On peut la cerner facilement. Merci à tout le monde. Si vous ne pouvez pas parler du podcast, le partager, laisser un petit 5 étoiles sur iTunes. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Et toutes les plateformes qui font en sorte que nous sommes polarisés. Facebook, Twitter, Instagram et notre site Internet, moins polarisant celui-ci, mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause et on revient avec Geiger, mais pas l'artiste, juste une BD de ce titre-là. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée publiée chez Image Comics, Geiger de Jeff Jones et Gary Frank. Je vais résumer rapidement la bande dessinée. C'est relativement simple. On est dans un univers post-apo où une guerre nucléaire a détruit la civilisation telle que nous la connaissons, au croisement de Mad Max et de Stan, de Stephen King, où un personnage du nom de Turek devient The Glowing Man après une explosion nucléaire durant laquelle il a essayé de sauver sa famille de l'explosion, mais il devient irradié tel un Hulk, sauf que ça lui donne des pouvoirs un peu plus différents. Il peut en tout cas, il n'y a pas de problème pour s'éclairer dans le noir, ça c'est certain. Il va pouvoir voir son chemin parce qu'il peut... Comment on dit glow? Maudit mot en anglais tout le temps qui pop en premier. Il brille. Il brille! Voilà, merci. Il va briller vert, il va pouvoir... il a l'air d'avoir une résistance, d'être plus rapide, d'être plus puissant.
et son chemin va en fait croiser celui des agents de King, qui est en fait un roi autoproclamé qui réside dans une forteresse dans les décombres de Las Vegas, où il a su créer une cour avec ses Atomic Knights. Et pas mal ça, en fait. Il veut mettre la main. Le King veut mettre la main sur les codes nucléaires des silos restants en Amérique. Et là, il y a les enfants qui habitent sous la gouverne de leur mère dans cette ville-là qui finissent par se sauver avec ce qu'on appelle le Nuclear Football. Et ils sont protégés par de Turek, qui est maintenant de Glowing Man. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Bravo. Ben, c'est ça. Ouais, T'as bien fait ça. Hey, hey! Ben oui. On va rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire un petit survol de votre appréciation, que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé. Commencer avec Gauthier. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé de Geiger? J'ai bien aimé ça. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais pas vu de review ou bien j'avais pas vu passer ça. Donc, je suis rentré là-dedans plutôt vierge là, d'expérience de Geiger ou même de l'univers qui entoure là, Geiger. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé le concept, en fait, là, qu'on revisite des héros de l'histoire américaine, comme des héros méconnus là, pour introduire les différentes séries. Je pense que c'est Mad Ghost, quelque chose comme ça. Là, ouais, il y a Junkyard Joe, il y a Red Coat, il y a parce que c'est des séries qui s'en viennent du côté d'Image Comics. Donc, Geiger permet... C'est comme une porte d'entrée pour ses prochaines séries. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'est vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, Geiger, seulement pris en lui-même, je sais pas si, comme, j'aurais trouvé ça si cool que ça, mais le fait qu'on introduise tout cet univers-là de cette manière-là, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai trouvé le récit est vraiment bien structuré, bien fait. Tu sais, c'est classique. C'est un bel hommage au récit de post-apo. Surtout, j'ai retrouvé beaucoup de tropes des films, de ces films-là, des films des années 70, de la fin des années 70. Ouais. Tu sais, oui, Mad Max, mais pas que. J'ai eu l'impression aussi parfois de regarder là, un épisode de genre Twilight Zone, là, mais comme plus étendu. Le héros, tu sais, l'histoire de fondation du héros, là, son origin story, je la trouve tu sais, simple, mais incrédible, puis le fun. Tu sais, finalement, c'est l'histoire d'un homme qui veut juste protéger sa famille, puis qui se sacrifie pour leur donner le temps de rentrer dans le bunker atomique, parce qu'il y a des voisins qui veulent venir rentrer dedans à leur place. Image d'ailleurs, comme quand on voit les deux voisins avec leur gun, c'est une image qui est je pensais que c'était dans ma tête, mais... Non. C'est clair que c'est l'image de référence des voisins avec leur gun, c'est la fameuse photo qui a été prise de deux banlieusards qui voyaient passer une manif de Black Lives Matter puis qui ont sorti leur gun. Là. Ouais. Que je suis allé voir, puis c'est les mêmes guns. Le monsieur, il a un M16, la madame, elle a un handgun. Là. Ils sont tellement bien définis que sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil à quelque chose? Tu vois qu'ils sont basés sur un visuel préexistant pour l'écrire. Oui, clairement. Fait que, non, c'est ça. Pour revenir à l'origin story, c'est, ça humanise beaucoup le Geiger. Là. Donc, moi, j'ai cru au personnage. Il y a comme assez d'explications aussi sur pourquoi il a réussi à survivre à l'apocalypse nucléaire, parce que c'était un homme qui avait le cancer, qui avait des traitements contre le cancer expérimentaux. Comme, moi, c'est suffisant pour moi. Je suis comme, OK, comme suspension of disbelief, il est embarqué comme juste avec ces petits éléments-là. Puis, moi, j'aime ça, les histoires qui sont un petit peu clichés, qui réutilisent des clichés, puis qui les réinterprètent. C'est ça, c'est bien fait. J'ai aimé ça. Toi, Laurent, t'en es où par rapport à Geiger? OK. J'aime votre idée de bien faite, parce que je suis assez d'accord avec ça, mais au final, on dirait que j'ai lu cette histoire-là, lu ou vu, genre, plusieurs fois encore, puis je trouve pas que ça amène rien de nouveau. J'ai trouvé ça efficace, mais tu sais, je l'ai lu là 4-5 jours, puis je suis déjà en train d'oublier qu'est-ce que j'ai lu. Tu sais, c'est comme, je trouvais que... C'est ça, sur le coup, bonne ride, mais je trouve qu'il n'y a pas de personnalité, mettons. Turek, comme tel, en tant que personnage principal, est probablement le personnage le moins défini. Oui, très bland. J'ai eu un moment de feels là, quand il ouvre son bunker, puis on se rend compte que il protège
des squelettes. Une tombe. Genre, toutes ces années-là, il parle à des gens qui savaient pas. Là, j'ai eu des feels pour lui, mais c'est comme le seul moment où j'ai vécu des affaires. Là. Sinon, tu sais, comme l'espèce de roi qu'on voit qui ressemble étrangement au prince Jean dans Robin des Bois Héros en collant, je trouve. Mais qui a, tu sais, comme c'est classique despote post-apo qui se recrée un système féodal un peu à la Negan, comme dans Walking Dead, tu sais, comme qui se met, en tout cas, qui se met en valeur. Là, à tous ceux qui ont comme projet en cas d'apocalypse, là, de recréer un régime féodal, là, ça marche pas, OK? Ça marche pas, OK. Ouais. Ben, ça marche tout le temps pendant un certain temps. Ça marche pendant un temps, mais tous ces systèmes-là... Mais tu sais, je veux dire, ouais, mais dans ces systèmes-là, tout a l'air de finir par s'effondrer. Fait que t'es aussi bien de diriger un système féodal pendant le temps que ça je viens va de découvrir qui serait le despote des mystérieux étonnants en cas d'apocalypse. Moi, d'après moi, on va retrouver en tête de tout le monde, c'est Spike... J'espère tellement jamais survivre à un apocalypse. Ah, moi non plus. Sa vie. Moi, je fais tellement des rêves de guerre passer. nucléaire en ce moment. Là, c'est épouvantable. Là. Mais voyons. Trop écouté Terminator 2, je pense, quand j'étais jeune. Et les nouvelles. Et les nouvelles. Ouais, nourri par les nouvelles. Mais moi, sans être révolutionnaire comme série, j'ai trouvé mon compte parce que c'est une série qui se prend pas au sérieux et c'est excentrique. Il y a un petit côté très posé. Pardon. Très posé quand même, mais Verhoeven, Mad Max, c'est excentrique. Ça ne veut pas se prendre au sérieux. Au début, je ne savais pas comment présenter les éléments, puis si j'allais justement rentrer dans un univers face auquel j'allais développer un sentiment de plausibilité, genre que j'allais croire l'univers qu'on me livre, puis finalement, après un petit bout, quand j'ai vu où on voulait aller, je suis OK, I'm in for the ride. Oui, il y a des clichés, mais comme la série coule très bien, j'ai pas trouvé ça fastidieux de revisiter ces clichés-là. Et je trouve le design de Geiger comme tel, avec ces deux... on n'a pas parlé d'ailleurs de ces deux bâtons là, qui le permettent de garder sa stabilité. Puis c'est des bâtons un peu à Nightwing là, dans Batman. Je trouve ça, c'est un petit touch intéressante. J'aime beaucoup le fait qu'il est perçu pour les habitants de cet univers-là comme une légende vivante. On ne sait pas trop s'il existe, on ne sait pas trop si c'est des ragots. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même bien apprécié. Mais surtout le design de Turek comme tel, de Geiger. Le Glowing Man, comme on l'appelle dans les pages de la bande dessinée. Mais le côté, tout le roi, l'enfant roi, littéralement, qui se prend pour un souverain, despote. Ouais, écoute, j'ai vu ça 10 000 fois, là, ça c'est sûr. Je me suis vraiment demandé pourquoi. Puis ça, tu sais, pourquoi il tue pas? J'ai pas catché. Comment? C'est vrai, hein? C'est que il doit y avoir de quoi qui les retient, une menace quelconque, tu sais. I guess que tu tues le roi, les gens te tuent, mais genre, il est... Ben non, mais c'est genre un super-héros radioactif, là. Je veux dire, puis à deux reprises, il prend la décision de juste pas le tuer. Comme il sac sa main d'en face pour l'effet dramatique, je comprends, là, mais là, t'es pas un héros tragique, là, t'es un super-héros de bande dessinée. En tout cas, je pense que somehow, il a compris que ça le ferait plus chier d'être défiguré que d'être mort. Ah, ok, ouais. Mais c'est ça, j'ai de la discussion. Ouais, ok, parce qu'il est cruel. Ok. Il est cruel ou c'est une justice poétique, peut-être? Ouais, ok. Peut-être, c'est peut-être ça. Il y a un bel hommage aussi. Est-ce que ça vous a gossé, vous, le chien qui fait de la télépathie? Ah, il faisait de la télépathie, le chien? Moi, je l'ai compris comme ça. Parce qu'il parle avec son chien, le Glowing Man. Là. Ouais, mais moi, je parle tout seul. Fait que je veux dire, ça dépend. Les gens parlent à leur chien. Les gens font ça. C'est pas de la télépathie. Ouais, mais c'est comme s'il répondait. Ah, j'ai pas remarqué ça du tout. Ah, ouais. OK. Moi, j'ai vu ça comme un hommage à A Boy and His Dog. Je sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est un film de post-apo. Oui. Un post-apo de 1975 là, qui est très troublant. Là. Si jamais vous aimez cet univers-là, moi, je vous le conseille comme suite à Geiger. Là. C'est un petit peu... C'est beaucoup d'humour noir. Puis c'est l'histoire d'un jeune garçon qui parcourt le désert d'un univers post-nucléaire avec son chien qui est télépathe. Et puis, il part à la recherche d'une cité enfouie sous la terre, une espèce d'Éden, une espèce d'utopie qui se révèle finalement, évidemment, pas du tout un Éden. Non.
Et la fin est vraiment fucking bonne. Oh. Mais c'est vraiment... Ça n'a pas super bien vieilli. Là, mais... Ouais, c'est un peu rapey dans mes souvenirs. Ah oui. Oui. C'est très rapey, en fait. Okay. C'est les années 70-80? 75. 75, ouais. OK. Ouais. Mais moi, je l'ai aimé. C'est basé sur une nouvelle, je pense, de Harlan Ellison. Ah bon? Oui. Okay. Ouais. Tout est dans tout. Moi, je l'ai aimé, le chien. Il est badass. C'est un loup, en plus. C'est pas un chien. Hein? Oui, à deux têtes. À deux têtes. Caroline. C'est quoi son nom, déjà, au chien? J'ai oublié le nom. Barney. C'est vrai? Oui, Barney. Oui. Quand les kids sont comme, t'as appelé ton loup monstrueux à deux têtes Barney. C'est comme, je sais pas, je l'ai pogné, il était un puppy, il avait l'air de Barney. Il était cute, il avait deux têtes. Tu sais, tu parlais tantôt, de Laurent, du moment qui t'a donné les feels pour Turek. Moi, il y a le moment où le jeune garçon apprend qu'il a la leucémie. Genre, ça, ce bout-là, je le trouve terrible quand il commence à bad tripper puis il dit, hey, je vais-tu mourir comme maman? Puis, tu sais, bien sûr, ça finit sur une fin ouverte, là, au mystérieux, on spoil. Ou peut-être que cet enfant-là va être guéri ou pas. Puis je pense qu'il l'adresse finalement, ils ont trouvé un spécialiste pour pouvoir l'aider. D'ailleurs, il y a tout un backstory par rapport où il va remettre les enfants qui n'a pas été exploité, que j'ai l'impression qu'on va voir peut-être dans les autres comic books. D'ailleurs, on fait souvent référence à un comic book qui s'en vient. D'ailleurs, un personnage d'un autre comic book, mais qui est présent dans celui-ci. Comment il s'appelle? Junkyard Joe. Qui prend la forme d'un robot badass à la fin de la série. Mais ouais, il arrêtait pas de faire référence à Junkyard Joe. J'ai comme, c'est qui ça, Junkyard Joe? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais c'est parce que de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un héros de guerre du Vietnam, mais aussi un héros de comic book dans leur univers. Genre, c'est comme si ici on dit genre Superman parce que tout le monde sait c'est qui. Ils ont une idée. Ouais. Mais il existe le Superman dans leur époque. Ouais, ben c'est ça. Ouais. C'est là où la série fait très Fallout aussi, la série de jeux vidéo Fallout. Oui. Ouais. Ça pourrait être une BD lue dans Fallout. Oui, absolument. Dans cet univers. Absolument. Ouais. T'as les mêmes tropes. Mais c'est ça. Là, on assiste à la mort de Junkyard Joe qui aurait été reprogrammé par le gouvernement américain qui est encore en place. Mais c'est ça. Ses premiers faits d'armes auraient été faits pendant la guerre du Vietnam. Fait qu'ils ont... Entre-temps, il y aurait eu une série de comic books faisant la promotion de Junkyard Joe, un peu à la manière de Captain America. C'est le fun. C'est là où tu comprends qu'on est dans une uchronie aussi. Un peu je vais faire un parallèle comme dans Blade Runner, le dernier, 2049. Il y a un petit clin d'œil qui nous indique qu'on est dans une uchronie parce qu'on, bien sûr, en 2049, j'imagine que ça va être un petit peu de la merde, mais ça ne sera pas comme dans Blade Runner. On a le symbole de l'Union soviétique dans le film, ce qui nous fait comprendre que dans cet univers-là de Blade Runner, la chute n'a jamais eu lieu. Donc, on comprend dans un univers parallèle. Je pense que c'est un peu ce qu'on nous dit avec Junkyard Joe. On est dans un univers parallèle. Si ce robot-là existait dans les années 70 aux États-Unis, qui était utilisé par les Américains durant la guerre du Vietnam, cette technologie-là n'existe pas encore aujourd'hui, Dieu merci. Donc, on est dans une uchronie. On est dans une genre d'uchronie. Ils ont probablement gagné la guerre du Vietnam. C'est ça qu'on suppose. Ouais, j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Ils ne sont pas poussés comme dans la vraie vie. J'aime qu'on s'en bourre pas, d'ailleurs, dans les détails, à savoir pourquoi la guerre a été déclenchée. Tout le monde est mort, puis il l'appelle d'ailleurs la Unknown War. Unknown War. On ne sait pas ce qui est arrivé. Quelqu'un qui a payé sur un piton, ça un bug. Un bug. Ouais. Ça, c'est terrible, d'ailleurs. Il y a des bonnes chances que si ça arrive dans la vraie vie, que quelqu'un pèse sur un piton, on ne soit pas au courant de exactement ce qui s'est passé. Comme... Ouais, t'as raison. Trop tard. Je veux dire, si, mettons que l'Internet chie, là, on n'en a plus des nouvelles. Outre le bouche à oreille. Oui, ben, c'est ça que je viens de dire. Pour ta dose d'écrapou. Radioactif. Tu sais, un Glow Man Richard Martineau, là, ça doit être magnifique, ça. Pas de malheur. Il serait beaucoup plus corrosif qu'à l'habitude. C'est en feu. Wow. Ça serait vraiment un cauchemar, là, imagine. Là. C'est la fin, c'est l'apocalypse est arrivé. Il n'y a presque plus personne, mais lui est encore là à chialer. Contre les woke. Les woke qui veulent nous voler nos femmes et notre eau. Wow. Personnage auquel on pourrait jouer dans la prochaine expansion de Fallout. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je le conseille, somme toute. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce que vous pensez du visuel, des illustrations, j'adore en général? Je trouve très beau, surtout Turek, surtout de Glowing Man. J'ai un peu de la misère avec les faces de ces personnages autres que lui.
Je sais pas comment l'expliquer. J'ai trouvé ça un petit peu trop statique, mais ça m'a pas dérangé tant que ça. Ouais. Les enfants, on dirait qu'ils ont 50 ans. C'est que tout le monde a la même face. Ouais, mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu, tu sais, dans l'espèce de veine de réalisme un peu cartoony, un peu sous Preacher, mettons, là, ou d'Eric Robertson. Tu sais, j'ai trouvé, puis c'est vraiment un style avec laquelle j'ai pas d'affinité, mettons. Ça me dérange pas quand je le lis, je trouve pas ça dérangeant, mais je peux pas dire qu'il y a quoi que ce soit que j'ai trouvé. La série de Punisher, là, Max, qui était sortie il y a plusieurs années de ça. Le style est très cru. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, je pensais à du Garth Ennis en le lisant. C'est drôle. C'était lui, je pense. Mais c'est ça, Steve Dillon, genre, je pense, c'était le dessinateur de ça. Quelque chose, c'est ça, dans cette veine-là. Là. Fait que, le design des ouvertures de chapitres est beau, par exemple. Oui, on joue avec des ombres de silhouettes. Il est super beau. Il est vraiment génial. Image font souvent des trucs comme ça. Ils se permettent, on dirait, d'explorer le côté plus artistique de leur entrepage. Puis, Marvel le fait aussi un petit peu, mais c'est jamais du même calibre. On est vraiment face à des... exception près, je trouve, par exemple, excusez, je vais juste apporter un bémol. Les gens qui travaillent sur les couvertures des X-Men depuis quelques années, là, je sais pas, ils ont engagé une firme externe pour ça, puis c'est des super illustrations d'entrepage, puis de tableaux vraiment bien faites. Le nom m'échappe, mais l'artiste derrière depuis House of X, là, puis tout, là. Ouais. L'artiste derrière ces compositions-là donne un cours sur Domestika, qui est une plateforme de learning en ligne. Il explique comment il travaille ce genre de concept-là. C'est vraiment super. D'ailleurs, son exemple, c'est une pochette des X-Men, où il y a un entretitre un entrepage des X-Men. Le show est assez long. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Messieurs, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. Gauthier, je te vois sourire. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? J'ai commencé à jouer à Gas Station Simulator, puis c'est vraiment bon. Gas Station Simulator? Quoi? What? Ouais, je joue au capitalisme. Dans toute ma complexité. Ben, pour une fois que c'est toi qui joues. Est-ce que c'est exactement ce que le titre dit? Ah, Chris, oui. Ouais, c'est genre... Fait que tu mets du gaz dans les chars. Tu opères une station-service. Puis c'est un peu buggé, là, la gravité est un petit peu buggée. Fait que des fois, tu peux rentrer comme dans des personnages, là, puis voir en arrière des yeux. Là. Ah, ça, c'est bien. Tu peux balayer des chars aussi. Tu sais, la physique est toute cassée. Mais j'adore ça. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de vous l'expliquer. Wow. Genre, il y a un mini-game là, où tu fais juste scanner des produits, puis les mettre dans un panier. C'est incroyable. J'adore ça. Il y a beaucoup, il y a une voix, il y a comme c'est une mode. Ça te casser la politique. Ouais. Mais non. Ça, comme Benoît dit, c'est un peu une mode. Là. C'est comme. Moi, je vois ça un peu comme les vidéos de train là, sur YouTube. Là. Ouais, du slow TV. Ouais, c'est comme du slow gaming. Mais. Fait que ça peut être aussi une de mes chroniques pour l'avenir. Gauthier joue à des jeux pour pas que tu aies à y jouer. Ah, c'est bon ça, j'aime ça, puis c'est le titre en plus, c'est parfait. Moi, je pourrais parler d'une fascination que j'ai, puis c'est pas les simulator games, mais c'est les chaînes YouTube dédiées à du ambient. Donc, on reprend des scènes de films populaires ou autres, et on va juste y mettre de la musique puis de la pluie. Tu sais, genre, les variantes de Hogwarts durant Halloween, il y en a en tabarnouche. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a une que j'avais pas réalisé ça, mais c'était pourtant dans le descriptif. On va mettre de la buée, le logo de Blade Runner, c'est encore dans Blade Runner, et on ralentit la chanson thème de Blade Runner de 600 à 800%, puis on rajoute de la pluie. Ma foi, pour écrire, messieurs, c'est parfait. Se concentrer, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'atmosphères d'appartements de Blade Runner de Deckard sur YouTube. Puis une fois que l'algorithme a comme détecté ton intérêt pour les ambients, il t'en suggère en tabarnouche. Ouais, c'est tout des genres 8 heures. Là. Oui, ben, c'est pour se coucher. Il y a l'Enterprise, les moteurs de l'Enterprise. Il y a beaucoup de trucs nostalgiques, genre t'entends de la musique de Noël des années 50, mais d'une autre pièce. Donc ça rappelle quand t'étais enfant. Avec un petit feu qui crépite. Là, c'est ça. Fait que tu dis old tune. Puis il y a des gens qui font de l'animation autour de ça. Il y a des gens qui font pas d'animation. Il y a des gens qui font des images statiques. C'est vraiment cool. C'est vraiment la musique de Noël, mais calfeutré par une pile de linge par-dessus toi. Oui, parce que tu dors dans le lit de ta matante pendant que les adultes se saoulent. Dans les manteaux. Dans les manteaux. Qui sentent bon. Qui sentent bon les grammomas. C'est ça. Wow. Fin. On se laisse là-dessus, tout le monde. Merci. Merci à toi, Gauthier. Merci à toi, Laurent. Faites attention aux autres à la maison.
allez, je vais vous gosser. Allez vous faire booster si vous avez l'occasion de pouvoir avoir le boost. Super important. Notre ami Johan, le pogné, il n'est pas boosté. Et ça va pas bien. Donc, prenez le temps de le faire. Bien sûr, c'est pas une solution incroyable, mais c'est déjà beaucoup mieux que pas l'avoir pantoute ou pas avoir les doses nécessaires. Puis je vais vous gosser tant que la pandémie va être là, donc pour les 10 prochaines années. On se dit à la semaine prochaine. Bye. Dieu vous bénisse. Bonsoir l'Amérique. Good night and good luck. Salut. Bon, on l'a perdu.